L'histoire commence quand un type se réveille et découvre stupéfait que ses mains sont ridiculement petites. Il regarde autour de lui et réalise qu'il se trouve dans un genre de royaume géant. Jess le presse en criant parce qu'elle a peur qu'il tombe par la fenêtre. Ce gamin s'appelle Vaughn, il s'excuse. Le paysage dehors était juste trop magnifique, il en a perdu la tête. La servante est bouche bée d'entendre un tel discours de sa part et se demande où il a appris des mots si compliqués. Elle rappelle qu'il n'a que 2 ans, ce qui surprend Vaughn. Lui, il se sent bien plus âgé, alors il s'interroge. Il a des souvenirs flous d'avoir vécu ici autrefois, alors il se demande s'il s'agit de réincarnation. Vaughn se rappelle qu'on l'appelait Till et son nom complet est Von Nefertio. Son père s'appelle Marquise et ses frères aînés sont Mercia, Jard et Sesto. Till est très impressionné qu'il sache déjà prononcer tous leurs noms, mais Vaughn veut juste savoir où ils se trouvent maintenant. Pendant que toute la famille prend le petit déjeuner, on voit une atmosphère tendue et solennelle. Vaughn, lui, n'a rien à voir avec ses frères et les bonnes le trouvent toutes craquantes. Il mange ses légumes comme un bon petit garçon et les servantes le félicitent pour sa manière de mâcher. Elle l'adore vraiment. Vaughn se sent comme une star d'un club très select. Vaughn met les plaisanteries de côté pour faire le point. Il semble être rené dans ce monde, mais ses souvenirs du Japon sont toujours là, intacts. On voit à quel point Marquise est sérieux quand il demande à Jard ce qu'il va étudier aujourd'hui. Jard répond sans hésiter qu'il apprendra la magie du feu et les formations de combat. Marquise pose la même question à Sesto, qui répond qu'il étudiera la magie. Puis Marquise se tourne vers Vaughn pour savoir ce qu'il fera, et sa réponse sera un peu différente. Vaughn explique qu'il ignore beaucoup de choses, donc il envisage de commencer par étudier la culture et l'histoire de leur nation. Ses frères sont stupéfaits sur le champ et Marquise en rit malgré lui. Il pensait choyer Vaughan parce qu'il était le dernier enfant de sa défunte épouse Mira, mais il est heureux de voir qu'à tout juste 2 ans, Vaughan est déjà un jeune garçon prometteur. Marquise est ravie de son évolution et parie qu'il aura, comme Mira et lui, un puissant don pour le feu. Marquise affirme que l'avenir de la famille est entre de bonnes mains et attend avec impatience l'évaluation des aptitudes magiques de Vaughn à 8 ans. Il devient alors très sérieux et avoue qu'il place de grands espoirs en lui. Vaughn se dit alors que l'aptitude magique d'une personne est apparemment cruciale dans ce monde. Ses talents offensifs servent à protéger les autres, d'où le désir des nobles pour l'une des 4 magies élémentaires. Ces 4 magies sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Ceux qui ont d'autres aptitudes non classables sont regardés comme des parias. Dans sa famille, Marquise et tous les frères de Vaughan possèdent une de ces 4 magies. Un peu plus tard, on voit que Vaughan s'est passionné pour la culture du royaume pendant ses études. Il regarde une carte et se demande si un port voisin est le seul d'où partent des navires. Qui explique que de terribles monstres rôdent au large et qu'un bateau serait attaqué s'il partait d'ailleurs. Vahan, avide d'infos, veut en savoir plus sur les races qui peuplent ce monde. Tilde commence à énumérer toutes sortes de peuples, elfes, nains, etc. Mais les autres servantes l'interrompent. Tout ça est trop complexe pour un bambin de 2 ans et Tilde s'excuse. Vaughn la rassure, ce n'est pas grave, il pose des questions parce qu'il veut tout apprendre. Quelque chose d'autre a éveillé son intérêt, alors il demande à Tilde de lui parler des outils magiques. Tal débute en expliquant que les cristaux magiques, les gemmes ainsi que certaines pierres et minerais peuvent stocker la magie, permettant de fabriquer des outils magiques adaptés à l'aptitude de chacun. Les servantes sont étonnées de voir Ivan tout assimilé à 2 ans à peine. Leur leçon est interrompue par le majordome Esparta qui reconnaît que Vaughn a bien 2 ans et apprend à lire et à compter. Ce n'est pourtant pas suffisant pour Asparta. Il veut savoir exactement ce que Vaughn sait vraiment. Vaughn le regarde et se dit qu'Asparta est un majordome talentueux apparemment au service de son père depuis des années. Ce type a l'air fiable, mais Vaughn se dit qu'il peut être sacrément effrayant parfois. D'un ton bas, Vaughn confesse que sa lecture est faible. Sparta veut alors tester ses capacités en calcul. Vaughn parle encore doucement et explique qu'il sait un peu faire des additions et des soustractions. Et Sparta ne perd pas de temps et lui fait passer un petit test express. Il montre quelques doigts et demande à Vaughn de les compter. Vaughn compte correctement 5 doigts et tout le monde attend la réaction d'Esparta. Celui-ci annonce alors qu'il va devenir le précepteur de Vaughn, ce qui l'horrifie. Les cours commencent illico et ils sont d'une brutalité sans pitié.
Et Sparda n'épargne jamais Vaughn, mais grâce à ce traitement, il apprend à lire et à écrire en quelques semaines. Vaughn se demande souvent si ce rythme est raisonnable pour un enfant de 2 ans, mais ça finit par payer, il apprend énormément. Il passe les 2 années suivantes à étudier du matin au soir et finit par avoir 4 ans. On le voit maintenant s'entraîner à l'épée avec Teal, mais il n'est pas de taille face à elle. Comme d'habitude, Teal gagne et Vaughn en a assez de ses provocations. Les autres domestiques la réprimandent, disant qu'elle joue dangereusement en se moquant du jeune seigneur. Elle réclame que Van la punisse, mais Van répond qu'il lui en tient peu rigueur. Les autres refusent d'accepter ça. Habituellement, manquer de respect à un noble est une grave faute. Vaughn reconnaît qu'il s'agit d'une obligation liée à son rang et se prépare à châtier Teal pour son insolence. Teal hurle de peur, mais Vaughn se contente de lui donner une petite claque sur la tête. Les autres domestiques le pressent d'en faire plus, mais Vaughn dit que l'affaire est réglée. Teal n'en revient pas d'avoir été épargné et Vaughn lui offre un sourire rassurant. Il étudie l'escrime chaque jour et à 5 ans, il peut tenir tête aux soldats plus âgés en entraînement. Alors qu'il combat un adversaire, Vaughn réfléchit au style de ses attaques. Il affronte surtout des gamins, leurs coups sont basiques et son expérience d'une vie antérieure fait toute la différence. Il terrasse les soldats en entraînement sans peine. Après avoir littéralement démoli le gamin avec qui il se battait, les autres stagiaires s'extasient. Lord Van est incroyable, ils n'en reviennent pas qu'il manie l'épée aussi bien en plus de tout le reste, un vrai prodige. Van fait preuve d'une grande bonté en aidant l'enfant à se relever. Ça étonne tout le monde car contrairement à Jard et Sesto, Von leur parle malgré leur rang inférieur. Pendant sa pause, le commandant adjoint Dee l'aborde. Il regarde les mains de Von, stupéfait qu'elles soient sans ampoule. Il pensait qu'il s'entraînait à l'épée tous les soirs, mais non. Vaughn explique qu'il ne peut pas pratiquer l'escrime autant qu'il le voudrait à cause de ses études qui monopolisent tout son temps. Dee lui révèle alors qu'il a été forcé d'étudier 3 fois plus que les autres par ordre supérieur. Von Est sous le choc, il ne savait rien, mais tout s'éclaire. Il trouvait étrange d'être le seul à bosser du matin au soir. Dee suppose qu'il préférerait s'entraîner à l'épée et offre de plaider sa cause. Il traite Sparta de bêcheur, accusant ce dernier d'être trop tourné vers les matières académiques. Dee ne veut pas ça pour Vaughn et proclame qu'il doit suivre la voie de l'épée. Il jure de tout enseigner à Vaughn pour qu'il devienne le meilleur épéiste du royaume. Ses paroles sont grandiloquentes, mais son regard convainc Vaughn qu'il est parfaitement sérieux. Vaughn le calme en expliquant qu'il aime l'épée mais aussi les études. Le temps est limité, mais Vaughn promet de faire de son mieux pour concilier les deux et Dee accepte, se proposant de lui donner des leçons d'épée en personne. Intimidé par la détermination de l'homme, Vaughn le supplie d'y aller doucement pendant l'entraînement. Dee le rassure en jurant qu'il n'oublie pas que Vaughn est encore un gamin. Dee est vraiment impatient de lui apprendre le combat. Quelque chose dit à Vaughn que l'entraînement à l'épée va être costaud, et il avait raison. Dee le fait balancer son sabre des centaines de fois. Il lui ordonne 100 montées et 100 balayages moyens, encore et encore. L'entraînement est sans pitié, ça n'en finit jamais, jusqu'à ce que Vaughn attrape enfin son souffle et lâche que Dee a l'air d'un démon. Mais Dee n'en a pas fini. Il voit que Vaughn ne fait rien pendant sa pause, pas question. Il lui dit de se reposer accroupi plutôt que sur une chaise. Dee devient carrément cinglé. Vaughn se dit qu'il n'est peut-être pas un démon, juste un idiot. Jess et Teal arrivent alors avec une serviette pour leur héros. Vaughn admet que sa vie a été rude, mais depuis sa réincarnation, chaque jour est un plaisir. En regardant les gens autour de lui, Vaughn ressent une satisfaction qu'il n'avait jamais connue dans sa vie précédente. Il ne veut rien tenir pour acquis et décide de profiter à fond de cette vie amusante. Un peu plus tard, Vaughn revoit tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Réincarné, il était déjà considéré comme un prodige à 6 ans. Jour après jour, il enchaînait études harassantes et entraînement à l'épée. Un jour, son corps lâche même en plein devoir, il est épuisé. C'était la même rengaine chaque jour, trop pour lui. Il comprend qu'à ce rythme, il ne profiterait jamais de sa nouvelle vie. C'est pourquoi il dit à Teal qu'il veut sortir jouer. Elle lui demande où, il réfléchit un instant puis choisit le marché et ils s'y rendent tout de suite. Au marché, Vaughn pense qu'il n'est pas en très bon terme avec ses frères. Ils sont hyper compétitifs car le plus fort deviendra le chef de famille.
Il sait qu'il doit se montrer prudent. S'il brille trop en tant que prodige, ses frères pourraient tenter de le supprimer. Si ça continue, il ne vivra jamais tranquille. Alors Vaughn décide de jouer les feignants pour être un enfant comme les autres, au lieu d'un prodige, et maintenant il profite de l'animation du marché. C'est le plus grand marché de la ville, juste à côté de la chambre de commerce. Cette compagnie est énorme et possède des succursales dans tout le royaume. Quand Vaughn entend soudain un vacarme, quelqu'un crie après un gamin ligoté. Le type ordonne à tout le monde d'arrêter de les regarder. Ce n'est pas un spectacle et il sursaute quand les gardes de Vaughn se préparent. Vaughn les arrête et demande pourquoi le garçon est attaché. L'homme explique que c'est son fils et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Vaughn est hébété quand il ajoute qu'il est venu vendre son fils comme esclave. Vaughn est confus, alors Till explique la situation. Depuis longtemps, des familles pauvres vendant les enfants qu'elles ne peuvent se nourrir pour survivre. Vaughn trouve ça épouvantable et se demande quoi faire. À ce moment-là, une femme apparaît de nulle part et demande si Vaughn est bien le Benjamin de la marquise. Till confirme et lui montre même les armoiries familiales. La femme ravie dit que tout le monde parle de Vaughn et lui souhaite la bienvenue à la chambre de commerce. Elle s'appelle Rosalie et assure qu'ils ont tout ce que Vaughn pourrait désirer à l'intérieur. Vaughn désigne immédiatement l'enfant en expliquant qu'il va être vendu comme esclave. Voulant connaître le prix, Rosalie l'examine et se demande si l'enfant a des capacités magiques. L'homme répond qu'il pratique de la magie de pickpocket. Ce n'est pas très rentable, explique Rosalie. Au mieux, on ne donnerait que 3 grandes pièces d'argent pour lui. Le père, furieux, se déchaîne alors contre son fils. Il l'insulte, le traitant d'imbécile inutile, puis traîne son fils en jurant de l'essayer ailleurs. Mais on l'arrête net, une voix annonce qu'elle achètera le garçon et tout le monde se retourne, surpris d'y voir Vaughn. L'homme est bouche bée quand Vaughn propose 5 pièces d'argent et ordonne à Till d'aller chercher l'argent. Il paie les 5 pièces et le père ne tarde pas une seconde avant d'abandonner son fils. Vaughn se demande si l'enfant va bien, mais celui-ci ne prononce pas un mot. Vaughn défait la corde qui le retenait et le garçon revient à lui. Vaughn se présente et l'enfant dit s'appeler Khamsin. Vaughn explique joyeusement qu'il est libre maintenant, qu'il peut aller où il veut. Tilly, étonné, croyait qu'il l'avait acheté pour en faire un esclave. Mais pas du tout. Vaughn a juste eu envie d'aider le gamin, alors il l'a fait. Il demande si Khamsin a un endroit où aller, mais encore une fois, il se tait. Vaughn devine que non, alors il lui propose de venir avec eux. Les gardes rechignent, convaincus que la marquise n'acceptera pas un enfant d'origine inconnue Swatwana au manoir. Ce serait différent si Vaughn le ramenait comme esclave, donc Vaughn décide qu'il n'a pas le choix. Il demande si cela convient à Khamsin qui répond que ça ne le dérange pas. Excellente nouvelle, dit Vaughn, il est temps de lui trouver des vêtements décents. Vaughn réalise qu'il n'est pas très doué pour ça, alors il demande à Rosalie de les aider. Rosalie se réjouit du commerce, mais dit d'abord qu'ils doivent finaliser le contrat d'esclavage. Elle prend leurs 2 mains et commence le rituel. Un sceau se forme sur leurs mains et fait office de contrat d'esclave. On ne peut pas l'enlever, il restera tant que le contrat n'est pas annulé. Rosalie annonce qu'elle renoncera aux frais du contrat puisque c'est leur première transaction ensemble et Vaughn la remercie. Rosalie reste un instant bouche bée puis reprend ses esprits, le travail l'attend. En courant pour commencer, Rosalie n'en revient pas d'avoir été remerciée par un noble. Vaughn, content que tout soit réglé, emmène Khamsin pour le refaire une beauté. Un peu plus tard, Khamsin a l'air transformé et informe Vaughn que Dee le cherche. Vaughn propose un biscuit à Khamsin s'il dit à Dee qu'il n'est pas là, mais Khamsin rétorque que Dee sait déjà. Il dévore quand même le biscuit et Vaughn se demande où sont ses gants. Khamsin explique qu'il n'en a pas besoin, mais Vaughn doute qu'il veuille vraiment montrer son sceau d'esclave. Khamsin n'est pas seulement d'accord, il en est fier. Pour lui, le sceau symbolise son amitié avec Vaughn, il aime donc l'exhiber. Vaughn fait remarquer qu'il a acheté ses gants pour lui, alors Khamsin ignore tout ce qu'il vient de dire et les enfile. À ce moment-là, Dee arrive pour chercher Vaughn, mais Khamsin lui assure que Vaughn n'est pas là. Dee affirme que quelqu'un a vu Vaughn entrer dans cette pièce, mais Khamsin rétorque que la personne doit se tromper. Il admet qu'il n'en est pas certain, mais pense que la personne a halluciné à cause de son obsession pour Vaughn.
L'enquête de Dee n'est pas finie quand il remarque des miettes de biscuits sur le visage de Camson qui n'était même pas là avant. Camson nie qu'elles y aient jamais été, pourtant Dee l'a vu les essuyer. Dee en a assez des mensonges. Il conclut que Vaughan a dû corrompre Camson pour qu'il mente. Impressionné par son culot, Dee décide de former Camson à la place de Vaughan. Camson n'en revient pas, mais il ne peut rien faire alors que Dee l'emmène commencer l'entraînement à l'épée. Vaughn, voyant que la coste est claire, sort et ne peut que s'excuser auprès de Camson pour l'avoir laissé encaisser. Un peu plus tard, tout le royaume ne parle que de Vaughn. Il vient d'avoir 8 ans, l'âge de l'évaluation d'aptitude magique. Tous ses frères montrent une affinité pour le feu ou le vent, et on est sûr que Vaughan aura le feu. Tout le monde attend les résultats avec impatience et lui souhaite bonne chance puisqu'il est si gentil avec tout le monde. Hélas, l'histoire prend une tournure sombre quand la marquise apprend les résultats. On découvre que Vaughn n'a aucune affinité pour les 4 magies élémentaires, ce qui met la marquise hors d'elle et la Nouvelle Empire quand on lui annonce que son aptitude est en réalité pour la magie de production. Vaughn est terrifié par la réaction de son père et une tension glaciale envahit la salle. C'est le pire scénario possible, la marquise expliquant que la magie de production est la plus malheureuse de toutes. Elle permet de créer épées et accessoires en préparant les matériaux et en visualisant le résultat dans sa tête. Le problème, c'est qu'elle consomme énormément de mana et que ces objets peuvent être fabriqués sans magie, donc la production est pratiquement inutile. De plus, la marquise se demande comment Vaughan pourrait protéger le royaume avec ce type de magie. Il rappelle que sa défunte épouse Mira était une puissante mage de feu, tout comme lui. Leur pouvoir a été transmis à leurs autres fils. Marquise ne comprend pas comment lui et sa femme ont pu engendrer un mage de production inutile. Vaughn est le dernier enfant que Mira lui a laissé avant de mourir, alors Marquise est furieux. Il a un moment terrifiant de lucidité en réalisant qu'il a été stupide d'espérer. Vaughan montrait des talents rares malgré son jeune âge et Marquise s'est laissé croire qu'il deviendrait quelqu'un. C'est clair maintenant qu'il se trompait et Marquise n'en revient pas que sa maison ait produit un tel raté. Il s'empare de son épée et Vaughan comprend le danger. Son père ne se soucie que de la puissance de la famille. Vaughan panique en voyant que son père est prêt à lui ôter la vie. Marquise sait ce qu'il doit faire et lève son épée devant son fils. Vaughn regarde, horrifié et sans défense, cherchant désespérément une échappatoire. Au moment où Marquise s'apprête à porter le coup, Mercia intervient pour l'arrêter. Marquise exige des explications et Mercia dit avoir une idée. Il y a un village reculé et peu développé à cause de sa situation, mais qui appartient à leur domaine. Marquise connaît ce village sans nom, mais s'étonne que Mercia trouve ça judicieux. Mercia commence à expliquer que le village compte un peu plus d'une centaine d'habitants. Rien de remarquable n'y n'est jamais, mais les ressources magiques dans les montagnes proches sont puissantes. Ce village fait partie du territoire que Marquise a reçu lors de sa promotion, coincé entre 2 pays en guerre. Ce territoire a des problèmes de loyauté, ils en tireraient avantage en envoyant Vaughn gagner la confiance sur place. C'est extrêmement dangereux, entouré par la guerre et assailli par des monstres. C'est aussi un endroit impossible à défendre, quasiment un piège mortel. Marquise comptait de toute façon tuer Vaughn, alors Mercia propose d'en faire quelque chose en l'envoyant là-bas. L'idée plaît à Marquise, il rengaine et décrète que Vaughn deviendra le seigneur de ce village, félicitant Mercia d'avoir trouvé enfin une utilité au bon arrêt. Vaughn est complètement choqué en partant et Mercia s'excuse. Il ne supportait pas l'idée que Vaughn subisse quelque horreur, alors il a fait cette proposition impulsive. Vaughn parte pour un endroit dangereux, donc Mercia lui dit qu'il a parfaitement le droit de le détester s'il veut. Vaughn rappelle qu'il ne serait pas en vie sans Mercia, il est donc profondément reconnaissant. Mercia promet d'aider autant qu'il peut et les 2 frères se serrent à la main. Le lendemain matin, Teal dit qu'elle se moque des résultats de ce stupide examen. Même sans magie, Vaughn reste à ses yeux un noble sage et droit. Elle est furieuse qu'il soit envoyé dans un village perdu et trouve cela scandaleux. Vaughn la remercie qu'elle s'inquiète pour lui, mais dit qu'il l'attend avec impatience. Un seigneur d'une ville rurale n'aura pas grand-chose à faire. Il se réjouit d'avoir plus de temps libre. Si tout va bien, il pourra enfin mener une vie tranquille et plaisante. Il est très optimiste en jurant qu'il fera de cet endroit un lieu où il aimera vivre. Hélas, le roi se désintéresse totalement de lui maintenant, donc il est envoyé sans chevalier.
Les seules personnes qui l'accompagnent sont 10 aventuriers engagés par Mercia. Au départ, ils allaient juste lui laisser prendre Khamsin, mais Vaughan sait que ça aurait été horrible pour eux. Heureusement, son frère a évité ce scénario. Il ne peut que remercier Mercia. Jess et elle arrivent pour rappeler qu'elle est sa femme de chambre personnelle, donc elle ira avec lui. Dee surgit et annonce qu'il part aussi. Il compte toujours lui enseigner tout ce qu'il sait de l'épée et rien ne l'arrête. C'est un geste très gentil, mais Vaughan se demande déjà comment il va le soumettre à plus d'entraînement. Juste après, Esparza dit qu'il vient aussi, puisqu'il vient de prendre sa retraite de majordome. Il a décidé de superviser les études de Vaughan pour s'amuser pendant sa retraite, et Von n'en revient pas que tout le monde se joigne à lui. En partant, il remarque le large sourire de Von. Il ne s'en rendait pas compte au début, mais maintenant, il voit qu'il était vraiment anxieux à l'idée de partir seul. Vaughn pense alors que le blason de la famille n'est pas sur ce carrosse parce que la marquise voulait l'envoyer sans que personne ne le sache. Vaughn s'attend à un départ triste de chez lui, mais une fillette surgit pour lui dire au revoir. En fait, tout le royaume sait qu'il part et s'est rassemblé pour le saluer. Un des chevaliers explique que Dee a été bouleversé d'apprendre que Vaughan était envoyé en cachette, ne pouvant empêcher son départ, d'a voulu au moins en faire un vrai. Vaughn fait remarquer que personne ne devait être au courant, mais il ne peut rien dire, car le soldat affirme qu'il dort en ce moment. Il ne peut même pas chasser la foule, il devra donc accepter leurs adieux chaleureux. Jess et Vaughn sont choqués. Dee n'est pas du tout endormi, il chauffe la foule pour le grand départ. C'est plus grandiose que prévu, on lui crie de prendre soin de lui, et Vaughn fait ses... En allant au village, Vaughn teste son pouvoir pour la première fois. Il transforme un bout de branche en petite dague et explique que c'est ça, la magie de production. Il pense s'entraîner au cas où ça lui sert. Il a l'aptitude et espère trouver une bonne utilité. Ça fait un moment qu'il voyage, donc Till dit qu'il devrait bientôt arriver. Vaughn dit à Khamsin que s'il n'aime pas le village, il pourra revenir au manoir. Ils ont un contrat d'esclave, mais Vaughn ne veut pas le forcer à vivre au village. Il propose de libérer Khamsin du contrat et de demander à Murica de veiller à ce qu'on le traite correctement. Khamsin refuse bien sûr, déclarant qu'il a déjà choisi de consacrer sa vie à Vaughan. Peu importe le danger, il est déterminé à le protéger. Soudain, la calèche s'arrête net et Harb explique en panique que le village est attaqué. DC est responsable, ce doivent être des bandits ou de vieux mercenaires. Il est certain qu'ils sont de bons combattants, dit Sylvanas. Le village est entouré d'une haute palissade, mais inutile contre les flèches. Des hommes menaçants attaquent donc la porte. Alors Vaughn ordonne aux villageois de tenir leur défense en mode tortue. Il y a environ 50 ennemis et le groupe de Vaughn est bien moins nombreux. Dee demande la permission à Vaughn de se joindre au combat parce que s'ils attaquent tous ensemble, ils devraient au moins pouvoir vaincre les bandits. Les aventuriers embauchés par Merica refusent. C'est trop dangereux. L'ennemi les écrase en nombre et ils se jetteraient inutilement dans la... Dee reconnaît un des gars, Orto, qui dit qu'il sait à quoi s'en... Il sait déjà qu'ils subiront des pertes, mais il est convaincu qu'ils peuvent repousser les bandits. Orto rappelle qu'il n'était engagé que pour escorter Van jusqu'au village et qu'il refuserait une quête mettant ses compagnons en... Dee ne recule pas. Ce village, c'est le premier territoire de Van. Les villageois sont ses premiers citoyens et ils doivent donc tirer l'épée pour les protéger, point à la ligne. Orto admire sa chevalerie mais affirme que ça ne concerne pas des aventuriers comme eux. Dee fulmine, mais sait qu'il ne peut pas les forcer, il leur demande au moins de protéger Vaan en promettant qu'ils pourront fuir si tout... Orto accepte mais Asparta prend la parole pour s'opposer. Si Dee meurt au combat, le village n'aura plus d'avenir, même s'il remporte la bataille. On ne peut pas prendre ce risque et il se demande ce qu'Esparta propose à la place. Esparta rappelle qu'en dépit de son rôle de simple majordome au manoir, il reste un mage élémental. Il les assure de ses talents au combat, mais les aventuriers peinent à croire qu'un majordome puisse si. Asparta expose son plan. Il va d'abord ériger un mur défensif. Ce sera un bouclier et il demande aux aventuriers de tirer à distance depuis derrière cette protection. Pendant que l'ennemi se focalisera sur les tireurs, Dee et ses hommes attaqueront sur les flancs. Ils sont lourdement inférieurs en nombre, mais des assauts surprises successifs augmenteront leurs chances. Vaughn se demande si Esparta compte vraiment rester derrière et combattre.
Et Sparta révèle que c'est toujours son intention, servir de leurre et harceler depuis le mur, sinon Dee et ses hommes mourraient pour rien. Von Nest toujours contre, certain qu'Esparta mourra au combat, mais Esparta ne fléchit pas, il réclame cette dernière chance de montrer la force de son père et supplie Von de lui accorder ce caprice égoïste. Von admire sa détermination, mais rappelle qu'Asparta a tant apporté à sa famille. Il refuse que sa vie se termine en un endroit pareil et dit la même chose pour Dee et ses hommes. S'ils perdent, leur stratège Asparta et leur meilleur combattant Dee, il leur sera impossible de développer ses terres. Si Von échoue, il est sûr que son père lui ôtera la vie. Von ne peut le permettre, il se porte alors volontaire pour servir d'appât. Tout le monde est sous le choc jusqu'à ce que immédiatement refuse. Elle préfère le faire elle-même et répète la même. Von apprécie leurs intentions, mais Till compte beaucoup pour lui et il refuse de la voir perdre la vie. Il en va de même pour Khamson, qui devrait être libre et profiter. Von a déjà tranché. Il montera dans la charrette et foncera en première ligne. Ainsi, le reste du groupe pourra harceler l'ennemi à distance sur les deux flancs. Dee tente encore de l'arrêter, mais Von lui rappelle qu'il s'entraînait à l'épée chaque jour. Il ne mourra pas sans se battre. Et s'il doit périr, quel plus bel épilogue pour un seigneur que de se sacrifier pour son... Le discours de Van électrise tout le monde. Orto est sidéré par la détermination de Von. Au départ, il détestait l'idée de garder un noble, convaincu qu'il n'y avait aucun homme bien dans la haute noblesse. Il était certain qu'il méprisait aventuriers et roturiers, donc aucun ne valait la peine d'être protégé. Il n'avait accepté la quête que pour continuer à toucher de belles missions de la guilde sans autre choix. Arthur fut surpris quand Van vint saluer les aventuriers chargés de le garder. Van se présenta poliment et remercia pour leur service, et les autres prouvèrent qu'Orto avait tort. Van était manifestement un jeune homme. Après le départ de Van, les autres aventuriers ont poussé un soupir de soulagement en voyant qu'ils allaient protéger un gamin ordinaire. Même Orto a dû admettre qu'il s'était trompé en constatant que tous les nobles ne se ressemblent pas. Van est un bon garçon et voir sa détermination à protéger son village a fait changer d'avis Orto. Il avance et dit que juste cette fois, il confiera leur vie à Van. Van tente de l'arrêter, mais Orto le coupe. Un enfant qui dit qu'il est prêt à risquer sa vie, on ne peut l'ignorer. Et Orto ne pourrait pas faire face à ses camarades s'il ne faisait rien. Ses compagnons sont du même avis en réalisant combien ils s'étaient trompés. Ils se moquaient de l'idée qu'un noble puisse avoir de la détermination parce que ceux qu'ils avaient rencontrés parlaient beaucoup, mais agissaient peu. Von, lui, était prêt à se jeter à la mort et ça inspire tout le monde. Il n'avait pas idée de l'effet qu'il faisait sur Pluriel et les autres. Et Pluriel rit en se rappelant que Von a même pris la peine d'apprendre les noms d'aventuriers comme... Ce sont ces petites choses que fait Van qui leur donnent envie de lui confier leur vie. Dee prend alors la parole et déclare que lui et ses hommes sont des chevaliers nobles au service de la famille royale. Protéger Van ici et maintenant, c'est défendre l'avenir de la maison. Asparta ajoute qu'il ne peut approuver une stratégie aussi imprudente. Il combattra avec eux, mais une fois l'ennemi vaincu, il devra enseigner à Von la responsabilité d'un potentiel héritier. Asparta rejoint Dee et Orto en première ligne et annonce qu'il adapte sa tactique. D'abord, il formera un mur défensif et attaquera à distance, puis les hommes de Dee prendront le flanc gauche pendant qu'Orto charge. Tout le monde est prêt, alors Asparta crée le mur sur le champ. Il apparaît en un clin d'œil et les aventuriers s'étonnent de voir que le vieux majordome est un mage si puissant. Ils restent aussi impressionnés par Van et Orto déclare même qu'il le verrait bien roi. Pendant ce temps, les bandits n'ont pas encore remarqué l'immense mur qu'Asparna a dressé derrière eux. Trop concentrés sur la conquête du village, ils pensent donc que ce sera du gâteau, mais les flèches commencent à pleuvoir et plusieurs bandits tombent. Tout s'effondre. Ils remarquent enfin que les flèches viennent de derrière le mur. Alors leur chef ordonne d'attaquer ceux qui s'y cachent. Les bandits foncent, mais Dee surgit et commence à les anéantir. Il traverse leur groupe avec une force incroyable et abat plusieurs d'un coup de lame. Orto est à ses côtés et dit que tout se passe comme prévu. L'ennemi a mordu à l'appât et a été pris en...
La bataille monte d'un cran, alors Orto dit à ses hommes de ne pas laisser les chevaliers leur voler la vedette. Les chevaliers chez les aventuriers attaquent sur les deux flancs et les bandits comprennent qu'ils sont encerclés. Les bandits gardent que le nombre, mais nos héros compensent par le talent pur. Le terrifiant dé intime à ses ennemis de venir. S'ils tiennent à la vie, les bandits prennent leurs jambes à leur cou. Soudain, le chef bandit fonce vers le mur et Orto voit qu'il vise les gens de l'autre côté. Il supplie quelqu'un de l'arrêter, mais trop tard, le chef a franchi le mur et trouve une plurielle sans... Il se prépare à la tuer, mais Vaughn attire son attention, se glisse derrière lui et le tranche d'un coup. Khamsin achève ensuite l'affaire et met fin à la vie du chef bandit. La bataille n'est pas finie. Vaughn pense que l'ennemi pourrait cibler leur position. Il demande à tous de garder les yeux devant eux et Plirio se demande comment Vaughn reste aussi imperturbable. La bataille se termine un peu plus tard, Orto fait le point, l'ennemi a subi de lourdes pertes tandis que Vaughn et son groupe n'ont aucune victime. Le meilleur résultat, une victoire. Une fois la récompense versée à Orto, la quête sera achevée et ils pourront partir, mais Orto s'intrigue du potentiel de Vaughn, sait que ça ne rapportera pas grand-chose et propose à son groupe de rester un moment au village. Certains aventuriers préfèrent repartir en quête et s'en vont. Bartol et ses hommes restent. Pluriel tient particulièrement à rester. Vaughn lui a sauvé la vie, elle veut lui rendre la pareille. Les autres étaient vraiment impressionnés par la façon dont Vaughn se comportait au combat et ils n'en reviennent pas qu'il n'ait que 10 ans. En plus, il est bien plus gentil que n'importe quel noble qu'ils aient rencontré, alors tout le monde a hâte de voir ce que deviendra le village sous sa direction. Orto se demande s'ils sont prêts à rester pour aider Vaughn et tous acceptent. Pendant ce temps, Tos gronde Vaughn pour avoir risqué sa vie. Elle est furieuse et exige qu'à l'avenir, ce soit elle qui prenne le premier risque. Da arrive pour féliciter Vaughn du travail accompli et Vaughn rend la pareille au commandant. Pour Asparta, il sent que les villageois se sont rassemblés près. Vaughn se rappelle que c'est la première fois qu'ils viennent, alors il se prépare à rencontrer tout le monde. À l'intérieur, Till remarque que l'endroit est beaucoup plus spacieux que prévu. Vaughn se présente au chef du village, Ronda, qui le remercie de leur avoir sauvé la vie. Malheureusement, ces attaques ont déjà eu lieu auparavant et ils ont été attaqués à plusieurs reprises, rien que cette année. Vaughn se demande pourquoi ce village est ciblé, alors Ronda raconte leur passé. Autrefois, quand ils faisaient partie du comté de Fredinato, des chevaliers patrouillaient pour les protéger. Hélas, tout cela a disparu quand le village est devenu partie du territoire contrôlé par le père de Vaughn. Vaughn ne peut que s'excuser en expliquant que son père n'a pas encore été informé de la situation des plus petits villages. Ronda est terrifiée par cette révélation car ça donne l'impression que ces hameaux ne valeront pas la peine d'être protégés. Ils paient pratiquement rien en impôts, alors il craint que ce soit pour ça que le roi ne se soucie pas d'eux. Vaughn tente de les calmer en disant que se plaindre de l'état du royaume n'aura pas d'effet, mais ça ne fait qu'empirer la situation. Les villageois refusent d'entendre ce genre de discours d'un noble. Il ne peut pas comprendre combien leur vie est dure. Vaughn insiste encore et explique que sa priorité est l'avenir de ce village. Il reconnaît que les nobles ont des défauts et qu'ils sont responsables de lois qui ne servent pas les petits villages, mais on ne peut rien y changer pour l'instant, donc Vaughn propose qu'on se concentre sur des moyens concrets de protéger le village. Vaughn y a déjà réfléchi et propose 3 mesures. D'abord, dit-il, il faut produire quelque chose d'assez précieux pour que le royaume ne puisse pas ignorer notre... Ensuite, il faut gagner régulièrement assez d'argent pour engager des mercenaires. Enfin, améliorer et développer le village par nous-mêmes. Les paysans répondent qu'ils ont déjà eu ce genre d'idée, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Vaughn reconnaît que ça a dû être dur avant, mais il assure que cette fois c'est différent. Leur nouveau seigneur est arrivé. Ce village, c'est tout ce qui compte pour lui maintenant. Il fera tout pour le défendre et le faire prospérer. Ces paroles inspirantes ne font aucun effet sur les villageois. Vaughn sent qu'ils ne lui font pas encore confiance. Juste à ce moment, Sparta se présente et explique avoir servi le roi comme majordome en chef pendant des années. Il garantit Vaughn en racontant qu'on lui a confié des terres à 8 ans, après avoir été considéré comme un prodige. Dee se présente ensuite. Il est commandant adjoint des chevaliers du roi et lui aussi recommande Vaughn. Les villageois sont sidérés, le majordome en chef du roi et le commandant adjoint sont venus jusqu'ici. Ce sont des gens très importants, alors ils se demandent bien ce qu'ils viennent faire. Vonda se demande si prodige rime avec magie élémentaire et Vonda avoue qu'il sait en faire.
Il précise que ce n'est que de la magie de production, donc il ne faut pas trop compter sur lui au combat. Les villageois paraissent déçus, mais Vaughn explique qu'il n'a simplement pas encore maîtrisé ses pouvoirs. À ce moment-là, un paysan évoque le problème des impôts. Jusqu'ici, c'était une lutte incroyable de céder 30% de la récolte et ça détruit le village peu à peu. Vaughn ne perd pas de temps et annonce qu'ils peuvent réduire ça à 10% pour un temps. Il a plein de projets pour le village, il faut d'abord garantir une... Les villageois, choqués d'apprendre la baisse d'impôts, poussent un grand soupir de soulagement. Vaughn déclare qu'il est temps de s'y mettre. On commence par renforcer les murailles défensives du village. Il se demande si le mur de terre magique de son barde tient dans le temps, mais hélas non. Tant que la magie tient, il est solide. Quand le mana s'épuise, il ne reste qu'un tas de terre. Vaughn décide qu'il faudra remplacer le mur par quelque chose de plus solide, mais il leur faut un truc provisoire, alors il demande à Esparta de leur faire un mur de terre. Esparta s'exécute tout de suite et tous les villageois sont époustouflés par sa puissance. Vaughn veut aussi creuser un fossé pour ralentir les intrus. Il demande donc aux chevaliers de s'en charger. Vaughn capte maintenant toute l'attention des villageois. Il leur dit que la coopération de chacun est vitale. S'ils restent unis, le village peut renaître en... Un peu plus tard, Till se demande ce que Vaughn fabrique dans les bois. Il explique qu'il veut tester sa magie de production et a accumulé du bois. En pratiquant, Vaughn sent une chaleur grandir dans le creux de... Vaughn se guide dans l'utilisation de la magie de production en se rappelant de se concentrer sur le contrôle de son mana. Une fois le mana au bout des doigts, il doit percevoir chaque fibre du bois. Puis il les tord ensemble pour les renforcer comme du fil torsadé, avant de tresser les fibres plus serrées pour former un bloc de bois. L'expérience réussit complètement et le bloc apparaît sous les yeux interrogatifs des autres. Vaughn explique que c'est un bloc de fibres, qu'on le fabrique un peu comme la microfibre. Malheureusement, la microfibre n'existe que dans son ancien monde, donc personne ne comprend vraiment. Un peu plus tard, Ortho passe par là et est choqué de voir ce que Vahan a fait. Till dit que Vahan a fabriqué ces blocs et les aventuriers remarquent tout de suite leur nombre impressionnant. Ortho en touche un et le trouve plus léger et plus dur que prévu. Vahan lui permet d'en scier un en deux, mais Ortho remarque que sa lame ne les rafle même pas. Il dit qu'il a frappé assez fort pour couper une pierre, mais ce bloc de Vaughn est incroyablement... Ils n'ont jamais rien vu de tel et se demandent tous si c'est vraiment du bois. Vaughn est satisfait de sa création et juge que ces blocs pourraient être étonnants. Un peu plus tard, Till se demande si Vaughn a épuisé son mana à force de créer armes et outils. Vaughn répond qu'il se sent bien et ne comprend pas pourquoi la magie de production a si mauvaise... On raconte que la magie de production pompe tellement de mana que c'est presque impossible pour la plupart des gens de créer ne serait-ce... Vaughn ne connaît pas encore toute l'étendue de son pouvoir, mais il sait créer des armes facilement. Khamsin adore l'épée qu'il vient de forger, alors Vaughn lui dit que... Khamsin jure de la garder à jamais et Till attend avec impatience de voir ce que Vaughn offrira à elle. Vaughn lui tend une hache, elle n'en paraît pas ravie. Vaughn se demande si elle la rejette, Till lui dit qu'elle était juste bouche bée devant la beauté de l'arme. Vaughn voit bien qu'elle n'aime pas, alors il songe à lui faire plus tard un bel accessoire. Cette nuit, Vaughn pense à ses courbatures après tout le voyage. Ils n'ont presque pas eu de pause, et pire, il n'a pas pu se laver. Vaughn est convaincu que les autres sont aussi épuisés, ils vivent en permanence en campement, ils ne peuvent pas continuer ainsi. Van décide qu'il faut d'abord assurer les besoins de base avant de renforcer les défenses du village. Van réfléchit à ce qu'il faudrait construire en priorité et conclut qu'ils doivent de faire une maison. Le lendemain, Rondo se demande ce que font les héros. Vaughn révèle qu'ils se construisent un toit à eux. Cet endroit était autrefois une place publique, mais elle est abandonnée depuis longtemps. Il y a de la place. Rondo dit que c'est l'emplacement parfait pour le manoir de Vaughn. Vaughan est prêt. Il veut tester s'il peut vraiment créer quelque chose d'aussi grand qu'une maison. Vaughan rassemble toute sa concentration et décide de commencer par les 4 piliers aux angles. Il demande des fils fins qui plongent profondément dans le sol pour une fondation solide. Viennent ensuite les planchers et les murs qui relient des piliers. Enfin, après tout ça, Vaughan termine sa maison par le toit. Il annonce qu'elle est finie et tout le monde n'en pas. Les villageois se rassemblent et les aventuriers se demandent ce qui vient de se passer.
Till explique que Vaughn vient de construire une maison pour eux, ils n'en croiront pas leurs yeux qu'il ait fait si vite. Les chevaliers sont ravis de leur nouveau chez eux et chacun peut enfin voir la poussière retomber. Au début, Vaughn doutait de lui parce que tout le monde disait que la magie de production ça servait à rien, mais maintenant il comprend que sa magie est en fait très utile. En regardant la belle maison qu'il a créée pour lui et ses amis, il se demande s'il n'a pas un peu exagéré. Personne n'en revient que Vaughn ait bâti une maison géante si vite, et ils concluent que sa magie de production vaut mieux pour gérer un territoire que pour lancer des sorts élémentaires. Van trouve ça intéressant, mais reste persuadé que la magie offensive reste la meilleure pour protéger les gens. Il est sûr que les gens se sentiraient plus en sécurité sous la protection d'un seigneur puissant, mais ses amis le rassurent. Ce n'est pas si simple. Aspartis précise que c'est vrai en temps de guerre, mais ce que les gens veulent surtout, c'est un seigneur qui améliore leur quotidien. De ce point de vue, dit Aspartis, personne n'est mieux placé que Vahan. Ce qu'il vient d'accomplir est incroyable, et Ortho en conclut que les pouvoirs de Vahan dépassent largement ceux des utilisateurs ordinaires de magie de production. Vaughn n'en a pas fini. Il affirme que si on lui apporte le bois, il peut construire des maisons pour tout le monde. Tout le monde est bouche bée, alors Ortho et Dee ordonnent à leurs hommes de se dépêcher pour rassembler les matériaux. Les villageois veulent eux aussi des maisons et Vaughn saisit vite qu'il ne réalise pas encore dans quoi il s'est lancé. Leurs logements sont en très mauvais état, donc Vaughn décide de commencer par rénover drastiquement la vie des gens du village. Vaughn accepte de bâtir une maison pour tous. On fête ça. Il achève plusieurs maisons et tout le monde s'étonne de sa gigantesque réserve de mana. Sa connaissance approfondie de la construction de quartiers impressionne aussi. Il explique que ça s'appelle le plan en grille. Le principe, c'est des îlots de 4 maisons séparés par de larges rues. Vaughn dit que ces maisons feront l'affaire pour l'instant, mais dès qu'ils auront beaucoup de pierres, il reconstruira chaque logement pour mieux l'adapter à ses habitants. Vaughn a aussi construit des bains à côté de son manoir, simplement parce qu'il avait envie de se laver. Il a choisi un design simple pour la baignoire, et Pleuril a utilisé sa magie de l'eau pour remplir la cuve. Cette nuit-là, après son bain, Vaughn peut enfin dormir douillet. Le lendemain, on lui annonce que grâce aux chevaliers, un fossé entoure maintenant le village. Vaughn est ravi, mais il aimerait bien qu'on le remplisse d'eau pour en faire un vrai fossé moineau. Au-delà de ça, ils auront besoin d'eau pour boire et pour se laver. Ça montre clairement leur prochaine mission. Alors Vahan déclare qu'il est temps de trouver une source. Il détourne vite l'eau d'une rivière voisine grâce au grand pouvoir. Il creuse aussitôt un fossé de quelques mètres pendant que Dee et les autres l'allongent à la main. Vaughn renforce ensuite le fond et les parois. La rivière est assez loin du village, alors Till commente que ça va être un sacré chantier. On n'y peut rien, souligne Vaughn. Les gens ont besoin d'eau, c'est dur, mais bosser tous vers le même objectif, c'est plutôt plaisant. Et puis, quand les conditions s'amélioreront, les marchands auront moins des... C'est essentiel si Vaughn veut garder son train de vie tranquille plus tard. Il estime le chantier à au moins 1 semaine, mais il est surpris quand les ouvriers lui disent qu'on voit déjà le... Vaughn décide d'arrêter là pour la journée, mais Dee dit qu'ils atteindront le village en quelques heures s'ils continuent. Dee veut continuer, mais Vahan rappelle que les autres rient. Dee prend ça comme un nouvel entraînement, mais il comprend qu'on ne peut pas pousser trop loin. Le lendemain, Vahan annonce à tous que le canal menant l'eau au village est enfin terminé. Il remercie tout le monde pour leur dur labeur et dit à Esparta d'ouvrir la vanne. L'eau se précipite et tous les villageois sont émerveillés. Le fossé autour du village est fait et les bandits auront bien du mal à attaquer les murs. Vaughn craint que le fossé n'aille en crue quand il pleuvra. Alors il se demande s'il ne faudrait pas aussi créer un lac derrière le village. Esparta trouve l'idée bonne. Ce lac pourrait servir de réservoir utile en période de sécheresse. Vahan s'occupe de ça ensuite et les villageois n'en croient trop pas leurs yeux. Tant de changements si vite. Le village qui n'avait pas de voie d'eau a désormais un lac-réservoir. Grâce à Vaughn, plus besoin d'aller chaque jour à la rivière. Le chef le remercie, mais Vaughn répond que ce n'est nécessaire. Il est heureux que tout le monde ait accès à l'eau car la vie sera plus facile pour le village. Cette nuit-là, on voit une fille appelée Lady Hart voyager avec quelqu'un nommé Panamera. Panamera dit qu'il reste encore un long chemin avant un certain village reculé, alors elle demande à Hart de se reposer un peu. Le lendemain, Vaughn achève la construction d'un immense mur défensif, le rempart. Auparavant, c'était juste une levée de terre, maintenant c'est une vraie œuvre incroyable. Les remparts ont un sommet large, si bien que les gardes peuvent même faire des rondes dessus.
tout le monde est aux anges. Avec un rempart aussi solide, les paysans peuvent enfin dormir tranquilles, même si des brigands attaquent. Vaughn choque tout le monde en déclarant qu'il n'est pas satisfait. Il veut que les villageois se sentent encore plus protégés et il se met à fabriquer des arbalètes basiques. Quand il a fini, tout le monde est bouche bée. On dit que ces basics ne le sont pas du tout, elles en jettent de graves. Vaughn a même fixé des boucliers à l'avant pour que les gardes puissent tirer abrités des attaques ennemies. C'est bluffant et il est clair maintenant que Van peut créer toutes sortes de choses précieuses avec sa magie de production. Le village est petit, mais Van est tout content, on dirait déjà une cité fortifiée. Tout le monde est d'accord et affirme que de simples brigands ne pourront jamais prendre cet endroit, quoi qu'ils fassent. Dee est persuadé que si le roi avait su ce que Vaughn pouvait accomplir, il l'aurait fait chef de maison au lieu de l'exiler ici. Le roi le croyait faible, mais il suffit de voir ce qu'il a fait au village pour comprendre que sa puissance suffit en combat. Dee soutient que Vaughn est le plus fort, tandis que Sparta estime que son pouvoir sert surtout à la protection. Les deux commencent à se disputer, mais Vaughn les calme. Ils ne doivent pas s'angoisser pour leurs conditions, ils n'ont qu'à faire au mieux et combattre. L'estomac de Jessa et de Vaughn gargouille, alors Tula lui prépare un repas. Pas facile puisqu'il manque d'ingrédients, et Espartas rappelle que la défense est primordiale, mais qu'il faut aussi s'occuper des revenus réguliers du village. Ce village n'a aucune liaison à part quelques marchands qui passent une fois par mois. Vaughn pense que ce n'est pas prioritaire, les récoltes fournissent largement de... Cependant, Asparta souligne qu'ils n'ont pas les ingrédients pour préparer les pâtisseries préférées de Vaughn, et Vaughn change d'avis du tout au tout. L'absence de ces douceurs le bouleverse, alors il décrète qu'il est temps de trouver quelque chose que le village pourra vendre. Khamsin propose de vendre ces blocs de bois que Vaughn sait fabriquer, mais Vaughn refuse. Ça ne marcherait pas, seul lui peut les travailler, chacun suggère des idées, mais Vaughn sent bien qu'il sera difficile de trouver un produit vraiment village. Plus tard, Van découvre que les Tellancampson refusent d'utiliser leurs armes. Ce sont des cadeaux de Van, ils ne veulent pas les abîmer. Van leur dit qu'ils doivent apprendre à se défendre avec, donc traîner. Zara les rassure et montre son bouclier de chevalier orc. Robuste et souple, il protégera sans ruiner les armes lorsqu'il bloquera. La première attaque de Khamsin est sans force, mais tout le monde s'étonne lorsque le bouclier se retrouve par terre. Le bouclier est même coupé en deux et tout le monde est stupéfait qu'une arme ait infligé autant de dégâts avec si peu de force. Techniquement, c'est une épée en bois, alors Van est surpris qu'elle coupe si bien. Till répare notre bouclier et Orto arrive, intrigué par tout ce remue-ménage. Il a apporté des minerais qu'ils ont extraits et demande à Van s'il veut les acheter. Orto explique que la forêt au pied des montagnes regorge de monstres puissants, donc les gens évitent la zone. Cette région n'avait jamais été exploitée, c'est pourquoi ils trouvent minerais rares sans même devoir monter dans les montagnes. Fer, cuivre, argent et même un peu d'or. Oroto laisse notre héros sans voix en révélant qu'ils ont trouvé du mithril. Excellente nouvelle. Si tout ça se trouve au pied des montagnes, alors les montagnes elles-mêmes doivent ressources. Van prend un morceau de minerai de fer et étonne tout le monde en le transformant en bloc solide de fer. Il précise qu'il ne l'a pas fondu pour l'affiner, donc il ne sait pas à quel point il est pur. Zara est tout excitée et demande si Van peut lui forger une épée avec ce fer. Van, gêné par ce qui est arrivé à son bouclier, accepte. Zara veut une longue épée et une courte, et Van se met immédiatement au travail. C'est sa première fois à forger une arme en fer, il doit se concentrer à fond. Il réfléchit longuement à la forme, à quel point la lame doit être tranchante, et bientôt c'est fini, avec un soin particulier porté aux ornements pour la première commande de Vaughn. Zara est aux anges avec l'épée courte, Vaughn s'attaque à la suivante, tout aussi remarquable, et bien sûr les autres aventuriers veulent aussi des armes. Vaughn rappelle gentiment qu'ils ont procuré les minerais, donc c'est logique qu'ils leur fabriquent les armes. Une fois terminé, tout le monde est sûr que Vaughn pourrait vendre ses pièces une petite fortune. Van regarde alors le minerai de mithril et s'interroge sur ce que donneraient des armes en mithril, tandis qu'Esparta, surpris, n'a jamais entendu parler de minerais métalliques exploités en forêt. La seule explication plausible, c'est la présence d'un donjon tout proche. Sparta dit à Van que si un donjon est découvert, leur situation changerait radicalement. Une foule de gens et de marchandises déferlerait sur le village. L'idée emballe Van, la découverte propulserait l'importance du village d'un coup.
Les donjons regorgent de ressources, de gemmes ou d'objets précieux dignes de... Normalement, quand la guilde apprend l'existence d'un nouveau donjon, elle ouvre une antenne dans la ville la plus proche. Malheureusement, Vom fait remarquer que leur village n'a pas les moyens d'accueillir la guilde pour l'instant, et Sparta approuve. L'arrivée de la guilde attirerait aventuriers, marchands et même l'ordre chevaleresque. Et le village manque aujourd'hui d'installations, de nourriture et d'infrastructures à recevoir. Si la nouvelle se répandait, un royaume voisin viendrait piller le donjon pour en tirer profit. De plus, Vom avoue être le mouton noir de sa famille. Si son père apprenait la valeur du village où on l'a envoyé, il le renverrait ailleurs. Autrement dit, Vaughan doit développer le village et produire des résultats avant d'annoncer le donjon. Orto est du même avis et propose donc d'éviter la zone probable du donjon lorsqu'ils iront les ressources. Van sait que les aventuriers pourraient tirer gros simplement en prévenant la guilde. Il apprécie donc qu'il temporise Dwan pour le bien du village. Un peu plus tard, Von, satisfait de l'apparence des lieux, déclare que la rénovation dramatique est terminée. Tis se demande si Von n'est vraiment pas à court de mana après avoir fabriqué des tonnes de maisons et d'armes. Von assure qu'il va bien, juste un peu fatigué. Jastan et un messager arrivent en urgence. Des lézards blindés approchent du village. Vaughn ordonne sur le champ à tout le monde de rentrer derrière les murs, de lever le pont-levis et de fermer la porte. Les villageois sont paniqués, ils savent combien ces monstres sont dangereux, mais Vaughn ne montre aucune peur. Il sait que chacun craint le combat, mais il leur rappelle que la vie de tout le village dépend de leurs actes. Il promet de se battre pour eux, mais il ne peut pas les protéger force. C'est pourquoi il demande aux villageois de lui prêter leur force afin de défendre le village ensemble. Tous sont prêts à se battre, Vaughn les envoie aux arbalètes. Camson explique que les aventuriers sont partis chasser, ils ne sont pas là. Dans ce cas, Vaughn décide de prendre part au combat, mais il l'arrête. Elle est très sérieuse, il demande alors à Dee de monter sur les remparts et de lui sion. Ainsi, il pourra donner des ordres à distance en sécurité et Dee accepte. Dee est horrifié par ce qu'il voit, environ 40 lézards armés. Terrible nouvelle, même une poignée de chevaliers vétérans aurait du mal contre un seul de ces monstres. Il n'y a pas une seconde à perdre, Vaughn ordonne à Dee de charger les arbalètes. Les villageois obéissent et lancent la première salve. Les flèches semblent disparaître en touchant les lézards. Dee s'aperçoit qu'elles traversent leur corps. Au bout d'un moment, ils parviennent à abattre 10 monstres et les villageois commencent à exulter. Il en reste pourtant beaucoup et chaque arbalète n'a plus qu'une seule flèche. Ils n'ont pas le choix, ils tirent leur dernière volée et éliminent une autre vague de lézards blindés. Malheureusement, il n'y a plus de carreaux en fer et les monstres sont encore nombreux. Von Pine a trouvé une solution, mais une idée lui vient. Il demande à Dee d'utiliser les carreaux en bois, ce que les autres craignent. Inutile, pense-t-il. Les écailles de ces lézards blindés sont en acier, le bois et les flèches ne seront jamais. Dee lui dit de ne pas s'inquiéter. Vaughn a déjà déjoué toutes les attentes 1000 fois. Il a protégé le village des bandits, puis l'a développé à une vitesse folle. Dee ne doutera plus jamais de lui, alors elle a décidé de placer sa confiance en Lord Van. Les villageois lancent des flèches en bois sur les bêtes, et les chevaliers sont abasourdis de voir ces flèches rester plantées dans leur tête. Ils se demandent si ça a vraiment marché, et tout le monde commence à célébrer alors que les monstres s'effondrent. Il est clair que les flèches en bois suffisent à abattre les lézards, alors Dee ordonne aux villageois de continuer à tirer. Il annonce qu'ils vont se régaler de brochettes de lézards ce soir et les flèches commencent à pleuvoir sur les monstres. Bientôt, Dee proclame qu'ils ont gagné la bataille et tous les villageois acclament. Vaughn reçoit les honneurs pour sa brillante décision et il est juste content que ça ait marché. Les chevaliers évaluent la situation et sont très impressionnés. Non seulement ils n'ont eu aucune perte, mais personne de leur camp n'a même été blessé. Leur victoire est écrasante et cela fait prendre conscience à Dee que Vaughn va devenir important. Plus tard, les villageois dépestent les gigantesques lézards et Dee demande à chacun de faire attention en conservant yeux et crocs. Les entrailles peuvent être jetées, mais il faut impérativement extraire les noyaux magiques. La récolte avance bien plus vite que prévu et c'est grâce au couteau incroyable que Vaughn a fabriqué. Vaughn arrive et voit qu'ils ont des tonnes de viande dans le village, ce qui veut dire fête au menu. Le festin a lieu cette nuit-là et Vaughn porte un toast à leur victoire. Les villageois pensaient qu'ils ne connaîtraient jamais un jour de joie dans ce village. Mais Vaughn a tout changé. Le chef est stupéfait, difficile à croire qu'un noble prenne plaisir à côtoyer le petit peuple. Les amis de Vaughn expliquent que c'est normal, c'est juste sa nature.
Orto n'était pas présent lors du combat, mais tout s'éclaire quand on lui dit que les flèches en bois sont faites du même matériau que leurs armes. Jazz et Dee les entendent parler de leurs armes, alors il annonce qu'il en achètera une à Van aussi. Les autres chevaliers veulent en acheter aussi, mais Van refuse de leur faire payer. Une fois les finances du village en ordre, il leur fabriquera des armes gratuitement. Ensuite, Orto explique qu'il pourrait vendre les lézards blindés aux marchands et obtenir 20 pièces d'or chacun. Malheureusement, la plupart de la viande va se gâter et Van devra payer le transport. En tenant compte de ça, ils pourront probablement obtenir 8 pièces d'or chacun. Il en reste encore 40, donc ça fera un peu plus de 300 pièces. Vaughn convertit tout ça et, stupéfait, réalise que ça représente environ 300 millions de yens. Hélas, Esparta doit lui rappeler une chose importante. Quand un village gagne plus de 100 pièces d'or, il doit payer 50% en impôts et ils ne peuvent pas garder ça secret, essayer de vendre autant d'impôts. Ça ramènerait le bénéfice à seulement 150 pièces d'or, mais le pire, c'est que le père de Van apprendrait combien le village prospère. S'il découvre la valeur de l'endroit, il exilera Van dans un coin perdu. Sparta a alors une idée. Il pourrait en informer le frère de Van, Mercia, lui donner la gloire d'avoir vaincu les lézards blindés et personne n'y verrait de soupçon. Plus tard, des marchands arrivent au village, mais hésitent. Sont-ils au bon endroit ? Ils sont déjà venus, mais ce n'est plus le même village reculé qu'ils connaissaient. Vaughn se présente comme le seigneur des lieux et ils le reconnaissent tout de suite, fils de la marquise. On dit de lui qu'il est un prodige, alors ils se demandent ce qu'il fiche ici. Les marchands se présentent comme Marie et Rango. Vaughn les accueille au village. À l'intérieur, les gars sont bouche bée en voyant ce que Vaughn leur propose. Ce sont des matériaux issus des lézards blindés et ils n'en croient pas leurs yeux. Comment ce minuscule village a-t-il vaincu une armée pareille ? Même les aventuriers redoutent ces monstres géants, c'est incroyable. Ils veulent tout acheter, mais il leur faudra environ 1 mois pour tout transporter. Vaughn accepte, ils devront recruter plus d'hommes pour la tâche. Malheureusement, la viande ne se conservera pas si longtemps, alors Vaughn leur dit qu'ils peuvent en prendre gratuitement. En échange, Vaughn aimerait qu'ils jettent un œil à certaines armes qu'on vend. Les marchands ignoraient qu'il y avait un forgeron ici, et Vaughn ne leur avoue pas que c'est lui. Ils sont très impressionnés par les armes et acceptent de les acheter au prix demandé. Vaughn va même plus loin en demandant s'il ferait aussi la promotion des armes, mais ils hésitent. Ces gars-là ne savent pas à quel point ces armes sont incroyables, alors ils ne veulent pas les partager avec aucun autre marchand. Vaughn comprend qu'ils veulent surtout faire du profit, alors il propose un plan. S'ils vendent juste à la sortie du village, tout le monde devinera d'où elles viennent, les gens viendront au village à leur recherche, et ça peut devenir une belle occasion. C'est pour cela que Vaughn suggère d'ouvrir une boutique dans le village avant de lancer la promo. Eux se chargeront de faire circuler la rumeur et la boutique sera prête pour... Les garçons se demandent si Vaughn accepterait vraiment et Vaughn dit oui. Il construit la boutique sur le champ encore plus vite que ce qu'ils imaginaient. Il lui avait dit à peine comment il la voulait et hop, elle est là. Au même moment, on voit les filles arriver au village. Panamera s'inquiète d'un truc et veut vérifier si Vaughn est vraiment un prodige. Dans le manoir de Vaughan, Esparta explique que le village... Il pense que davantage de gens vont venir, donc il faut bâtir une ville capable d'accueillir 10 000 personnes. En développant les terres, ils auront aussi besoin de beaucoup de monde pour garder le village et gérer les installations. De plus, Vaughn devra décider quel type de cité-forteresse ils veulent être. Les places carrées sont classiques, mais Vaughn a d'autres idées. Il propose un plan en étoile car les attaquants devront passer par les pointes. Si on les ignore, on finit attaqué sous 3 angles à la fois. On annonce à Jess et Vaughn qu'un émissaire du comté de Ferdinando est arrivé pour le voir. Panamera se présente en tant que chevalière, Art se dit la plus jeune fille. Art est venue rendre hommage sur ordre de son père, elle espère donc que les relations seront bonnes. Vaughn, lui, devine qu'en réalité, ils viennent évaluer leur ennemi et peut-être tenter de le rallier. Penimé est impressionné par sa conclusion. Il a vu juste, Vaughn s'est vu confier des terres entre le comté de Ferdinando et le royaume de Yelenida, et Ferdinando se méfie de lui. Il craint que Vaughan ne porte les ambitions déplacées de son père. Panamera conclut que le fait qu'on l'ait envoyé si loin signifie qu'il n'a pas d'aptitude. Vaughn savait que la rumeur finirait par sortir, donc il ne nie pas. Il affirme que les inquiétudes de Ferdinando sont injustifiées, il ne complote rien avec son père.
Vaughn dit qu'il a simplement été exilé ici par son père, mais Pana ne croit pas une seconde. Elle note que Vaughn a transformé ce village de 100 habitants en forteresse en quelques jours. Elle soupçonne qu'on a envoyé au moins 5000 hommes avec Vaughn pour accomplir tout ça, leur but étant Vaughn la surprend en riant au visage. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'excuser. Elle était si sérieuse en le disant, mais il y a un énorme malentendu. Vaughn explique que tout ce que son père lui a permis d'emmener, c'était Khamsin et quelques bagages. Il ajoute que sa famille ne l'a même pas accompagné pour son départ, ce qui horrifie Hart. Panamera souligne que son valet chevalier et sa femme de chambre sont là, mais eux disent être venus de leur propre chef. On a même ordonné à Dee de retourner au royaume, mais il a ignoré l'ordre. Asparta dit qu'il est à la retraite et qu'il voulait juste traîner dans un village agréable. Till affirme que Vaughn se soucie des gens plus que quiconque, et c'est pour ça qu'elle a décidé de le servir toute sa vie. Panamera reste sceptique et se demande comment le village a pu changer si vite. Vaughn décide qu'il vaut mieux montrer, alors il les emmène dehors. Il annonce qu'il va dresser un rempart comme celui qui entoure leur village, mais Panamera n'en revient pas. Elle est bouche bée quand Asparta précise qu'il est un grand mage élémentaire. Mais ce mur ne suffira pas. Panamera sait que dès que ce mur perdra son mana, il s'effondrera. C'est là que Vaughn intervient. Il utilise sa magie pour transformer la paroi de terre en rempart, puis il façonne quelques blocs pour créer une porte sous leurs yeux. Les filles n'en croient pas leurs yeux et se demandent quelle est l'aptitude magique de Vaughn. Vaughn explique qu'il a une aptitude pour la magie de production, et ce n'est pas ce que les gens imaginent. La société la traite comme la magie la plus malheureuse qui soit, mais ils ont tort. Har est bouleversé et replonge en vision sur son passé. Vaughn explique que dès que son père a découvert son don, il l'a mis à la porte de la maison. Panamera traite Marquise d'idiote. Avec le pouvoir de Vaughn, il aurait pu étendre énormément son influence, franchement. Pourtant, son père l'a banni et maintenant personne ne sait pour son pouvoir. Panamera, persuadé, avoue alors la vraie raison de sa visite. Proposer le mariage d'Ar. Vaughn sent que Ferdinando veut les unir pour qu'il laisse Dama son royaume tranquille. Vaughn dit qu'il compte continuer à fortifier et développer cette ville-forteresse, mais il ne cherche pas le conflit avec qui que ce soit. Il ne veut pas se battre, donc pas besoin de mariage forcé. Vaughn affirme qu'Hart ne serait de toute façon pas heureuse ici, c'est trop dangereux. Panamera répond qu'elle était venue empêcher l'union, mais qu'après avoir rencontré Vaughn, elle a changé d'avis et l'encouragerait volontiers à épouser Hart. Il a une grande clairvoyance et le charisme pour rallier les gens. Elle se demande comment Hart vivrait un tel mariage et doute de trouver mieux. Hart pense que Vaughn est quelqu'un de bien, mais elle n'envisage pas encore le mariage. Vaughn n'a même pas songé au mariage à son âge, alors il décide de remettre ça à plus tard. Il est stupéfait quand Panamera annonce qu'il reste encore un jour. Elle, ravie, se félicite enfin de le voir se comporter comme un jeune homme. Panamera se demande si Vaughn a une chambre libre et tous deux sont abasourdis quand Vaughn répond qu'il ne fera pas d'auberge. Mais Vaughn se met au travail tout de suite et les filles n'en croient pas leurs yeux. Au dîner, Vaughn s'enquiert des goûts d'Hart. Elle répond qu'elle aime les choses mignonnes, poupées et fleurs, ce que Vaughn a peu vu. Hart propose de lui montrer la poupée qu'elle a apportée et il s'y intéresse tellement qu'elle en reste bouche bée. Les autres veulent avoir aussi, si bien qu'Hart se sent vraiment la bienvenue, ici. Cette nuit-là, Hart remercie Vaughn pour cette journée magnifique. Elle était très nerveuse au début, mais sa gentillesse l'a profondément rassurée. Hart dit bonne nuit en s'enfuyant et Vaughn se réjouit d'avoir fait bonne impression. Chez eux, comme Bartha le conclut, l'œuvre a très probablement été envoyée ici pour la même raison que Vaughn. Elle ne doit sans doute pas maîtriser la magie élémentaire, alors Vaughn comprend que c'était difficile pour elle de dire qu'elle avait été chassée de chez elle comme lui. Vaughn l'accepte et décide qu'elle peut rester au village si elle ne peut pas rentrer chez elle. Cette nuit-là, Panamera se demande s'il ne devrait pas rester un peu plus. Hart trouve l'idée excellente et va se coucher. Elle pense parler à Vaughn demain et c'est la première fois depuis longtemps qu'elle a vraiment hâte de se réveiller. Le lendemain matin, les autres réveillent Vaughn en urgence. Il se passe quelque chose au lac que Vaughn a créé et Dina Sparta est déjà sur place. Vaughn arrive enfin et voit tout le monde se demander qui est la mystérieuse fille dans le lac. Elle appartient à une race appelée Apkallu, moitié humaine, moitié poisson. Ils vivent d'ordinaire dans des rivières au cœur des forêts, mais pour une raison inconnue, plusieurs d'entre eux sont ici, dans le lac de Vaughn. Ils sont rares, presque légendaires, alors Vaughn tente de demander à ce qu'elle fait ici. Il essaye de savoir son nom, mais elle ne répond pas. Vaughn se demande si elle le comprend et lui offre
Tout le monde est stupéfait quand ça marche et que la fille s'approche. Elle sort de l'eau pour demander si elle peut vraiment manger. Vaughn lui dit que oui. Elle est impressionnée par la viande. Il explique que c'est de la chair de lézard blindé. La fille poisson demande qui a vaincu les lézards. Tout le monde répond que c'est Vaughn. Ils tentent de refuser la gloire, mais ils sont convaincus que c'est grâce à lui. La fille repart tout de suite et Vaughn se demande si elle reviendra demain puisqu'il a mis plus de viande. Asparta explique que son espèce est rarement vue, donc il doute qu'elle revienne. Il se trompe lourdement. Le lendemain, plusieurs autres apparaissent. La fille est parmi eux et Vaughn commence à craindre d'avoir fait une bêtise. Si les Apkallo considèrent les lézards blindés comme des dieux, ils risquent d'être en colère après ce qui s'est passé. Un des hommes poissons exige de parler à Vaughn et Vaughn ne peut s'empêcher de trouver ce type bien plus terrifiant que les autres. Vaughn est soulagé quand l'homme le remercie simplement d'avoir été gentil avec sa fille. Vaughn comprend qu'il parle de la fille qu'il a nourrie et se dit que ça aurait pu être pire, puis l'homme se demande si c'est vraiment lui qui a vaincu les lézards blindés et Vaughn répond que tout le monde le lui attribue. Les Abkalev sont ébahis, ils n'arrivent pas à croire qu'un si jeune garçon puisse être aussi puissant. Ils le prennent pour un mage légendaire, mais Vaughn tente d'expliquer qu'il n'a pas tout fait seul. L'homme le coupe et donne à Vaughn la permission d'épouser sa fille. Vaughn n'en revient pas, l'homme demande s'il y a un problème, se présente comme Lotavesta et précise que sa fille est unique enfant. Vaughn fait remarquer qu'elle est bien trop jeune pour parler mariage et se demande pourquoi Lotavesta fait cela. Lotavesta commence son explication en rappelant que son peuple évitait les avec les humains. Cependant, ces dernières années, les lézards blindés ont envahi les rivières et beaucoup de siens ont péri. Voilà pourquoi il cherche quelqu'un de fort pour épouser sa fille Lada. Vaughn résume la situation. Cet homme propose sa fille en mariage pour sceller une alliance avec un humain puissant. Vaughn répond que la question du mariage ne sera pas nécessaire. Lotavesta craint qu'il refuse l'alliance, mais Van assure qu'il protégera la tribu quoi qu'il arrive. Laravesa remercie Van pour sa générosité car cela leur permettra de rester ici. Comme d'habitude, Van n'en a pas fini. Il annonce qu'il est temps de construire. Laravesa ne comprend pas et reste bouche bée quand Van crée des bâtiments pour eux. Il explique que ce sont des aires de repos que chacun peut utiliser quand il veut. Van se réjouit de les voir en profiter, mais Esparta lui rappelle qu'il est réglé. Il est temps de s'occuper des égouts et Ladavesta demande ce que c'est. Vaughn explique qu'il a posé des canalisations sous les bâtiments et qu'on envoie régulièrement l'eau du fossé et les déchets. Ce n'est pas une mince affaire, donc Vaughn est surpris quand Larvesta propose son aide. Ils travaillent ensemble et Vaughn n'en croit pas sa chance. Le travail est bien plus facile à plusieurs, donc Laravesa lui dit de leur laisser désormais cette tâche. Vaughn se demande si c'est vraiment correct, alors Laravesa explique que c'est leur façon de le remercier de les laisser vivre ici. Jasta, Hart et Panamera arrivent avec leur fils pour voir le rare Abkallo. Laravesa appelle Vaughn son gendre pendant qu'il la remercie encore, et Hart est horrifié d'entendre ça. Vaughn tente d'expliquer qu'il n'est marié à personne, mais Lara le coupe. Elle proclame qu'elle est l'épouse de Vaughn, puis fait ses adieux à son mari. Plus tard, Vaughn emmène Hart en barque pour prendre l'air et éclaircir l'affaire avec Lada, mais Hart connaît déjà la vérité. Elle sait que c'était un malentendu et s'excuse d'avoir exagéré. Hart souligne à quel point Van est incroyable, ayant créé ce lac et développé tout le village. À ce moment-là, Lada et plusieurs Apkallu apparaissent. Ils secouent un peu trop la barque, rapprochant Van d'Ar. Lara est furieuse contre son mari, mais Van lui rappelle qu'ils ne sont pas mariés. Plus tard, Laravesa est bouleversée que Van flirte avec une autre femme alors qu'il a déjà... Van essaie d'expliquer, mais Laravesa a une idée. Van affrontera les Ipkallu, et si ceux-ci gagnent, Van reconnaîtra officiellement son mariage avec Lada. Vaughn est horrifié, mais Dee intervient et dit que Vaughn accepte le défi. Dee lui assure qu'il mènera Vaughn à la victoire et Sparta pense qu'il vaut mieux en finir. Lotavesta explique alors que la compétition aura 3 manches et Van choisit la première. Personne n'a jamais entendu parler de ce sport, alors Van explique les règles. Teal et Panamera se portent volontaires pour ce round contre Ladavesta et Lada, et Ladavesta montre sa puissance.
Cela se confirme presque immédiatement quand les Apkallu écrasent l'équipe de Vaughn. Teal se sent terriblement coupable d'avoir laissé tomber Vaughn, mais Panamera la pousse à ne pas abandonner. Leur jeu monte d'un cran et ils marquent enfin. Il déclare que le vrai match commence maintenant et le jeu s'intensifie. Il remonte et égalise, c'est balle de match, le prochain cœur. Lara prépare un smash parfait pour son père et Teal fait tout ce qu'elle peut pour l'arrêter. Elle se blâme encore d'avoir échoué, mais Panamera la rassure. Il faut toujours garder les yeux tournés vers l'avenir, n'abandonne jamais. Vaughn n'a aucune inspiration et se demande s'il ne regarde pas un animé sportif. Lara Vesa dit qu'il choisira l'épreuve suivante, alors il opte pour la natation. Choix qui le terrifie s'ils perdent encore épouser Lada. Les Afkalos sont nés pour nager, ça part mal. Jazz se propose pour prendre la relève, Khamsin s'aligne tout donné. C'est un relais à deux, Khamsin et Lada partent en premier. Bien sûr, la mi-poisson prend vite l'avantage, mais Khamsin ne lâche rien, sa ténacité lui permet de revenir, alors Lara Vesa ordonne à sa fille de se concentrer. Lada plonge, reprend l'avantage et atteint la balise. Son coéquipier prend le relais, Khamsin aussi, et à son tour en papillon. Les autres expliquent que cette nage lui permet Dee nage comme un fou, Lara Vesa se demande comment il fait, Dee remporte la course et Lara Vesa n'en revient pas que ses Jean Poisson aient perdu, il ne reste qu'une épreuve. À cet instant, Van sort un engin que les autres n'ont jamais vu et demande à Pluriel de faire de la glace. Van râpe la glace avec la machine et Ajro pour la parfumer. Les autres sont perdus, alors Van révèle que la finale sera un concours de vitesse pour manger de la glace pilée. On s'aligne par équipe de 2 et Art se porte volontaire pour être le partenaire de Van. Le concours commence, tout le monde attaque la glace et Lara et son père comprennent tout de suite que ce ne sera pas facile quand ils sentent la violente douleur du mal de cerveau. Lada Vesta se motive en pensant à Lada et continue de manger. L'équipe de Van galère aussi et il craint d'avoir fait un mauvais choix. Voyant qu'Art ne lâche pas, Van se surpasse. La compétition s'emballe, chacun entre dans un état de flot alimentaire et les encourage. La course reste serrée jusqu'au bout, mais finalement l'équipe de Van gagne. Van est soulagé de laisser enfin ses histoires de mariage derrière eux, mais Lara Vesa l'appelle encore gendre. Cette compétition lui a simplement prouvé que Vaughn est vraiment un homme digne de sa fille. Vaughn se demande à quoi tout ça a servi, mais Lara Vesa ne répond pas. L'estomac de Vaughn le fait terriblement souffrir à force de glace, alors les autres disent à lui et à Art qu'ils ont très bien travaillé. Art remarque que Vaughn est toujours entouré de visages souriants et se demande si elle provoquait le même effet. Depuis sa naissance, son père a toujours été occupé et elle a grandi seule. Sa mère l'a confiée à une nourrice et ne montrait aucun intérêt, tout ça parce qu'on l'a considérée comme une ratée. Elle n'excellait en rien sauf en magie de marionnette. Avec ses poupées comme Pantin, Art pouvait les animer plus librement que son propre corps. Elle croyait que ça ferait sourire sa mère, mais celle-ci la punissait, lui bien elle était inutile. C'est là qu'Art a appris que la magie de marionnette est vue comme maléfique et détestée par la noblesse. Après ce jour, personne ne lui parlait et elle est devenue celle qu'on ignore. À 10 ans, on l'a envoyée épouser Vaughan. Art était abattu, puis a découvert que Vaughan était comme elle. Il ne maîtrise que la magie de production et les gens trouvaient ça regrettable. Vaughan gardait pourtant une grande confiance et exploitait ses dons. Art se demande maintenant ce qui serait arrivé si elle n'avait pas cessé de s'entraîner. Elle veut être sûre d'elle, comme Vaughn, donc elle décide de s'y mettre sérieusement. Plus tard, Vaughn explique à tout le monde ses plans. Il veut renforcer les remparts autour du village et demande à chacun de travailler avec soin. Jess puis Art arrivent pour souligner quel beau temps il fait. Vaughn sent qu'elle paraît plus énergique aujourd'hui et il s'interroge. Elle voudrait voir les choses comme lui les voit et se demande si ce serait bien de le regarder travailler. Vaughn est ravi et dit oui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On voit des aventuriers fuir pour sauver leur peau, puis un peu plus tard, Art jubile en voyant le mur en forme d'étoile autour du village terminé. Les murs semblent d'une solidité incroyable et tout le monde remercie Vaughn, car son aide a permis d'achever l'ouvrage en seulement 2 semaines. Le travail de Vaughn ne s'arrête pas pour autant, il dit qu'il faudra construire d'autres maisons à mesure que marchands et aventuriers viendront s'installer.
Panamera est vraiment jalouse. Elle a toujours rêvé d'avoir sa propre terre. Elle compte se battre comme une diablesse au prochain combat, espérant gagner assez de gloire pour demander son bout de terrain à elle. Panamera note que les arbalètes ont l'air différentes cette fois. Vaughn confirme, ce sont des versions améliorées de ces modèles simples, un haut et un bas qui tirent donc séparément, donc en même temps. Vaughn fait tester Khamsin et tout le monde s'étonne de la puissance du tir. Panamera n'en revient pas que le village ait désormais des arbalètes pareilles et Vaughn l'épate en ont 100. Panamera propose de payer n'importe quel prix, mais Vaughn explique qu'elles ne sont pas à vendre. Déterminée, elle offre de lui devoir un service en échange, ce qui plaît beaucoup plus à Vaughn qui accepte et promet. Panamera veut fabriquer elle-même les traits en fer pour ses arbalètes. Mais Khamsin pense qu'elle devrait au moins en prendre quelques-uns parmi ceux que Van a fait. Intrigué, Panamera demande ce qui les rend si spéciaux. Khamsin sourit et répond que tout ce que fait Van est particulier. Il lui montre l'épée que Van lui a forgée et elle n'en croit pas ses yeux. Jamais elle n'avait vu une lame de cette forme et elle sent tout de suite qu'elle trancherait n'importe quel ennemi. Khamsin demande si elle a une épée à casser sans regret et en sort une. Panamera affirme que c'est quand même une épée solide, elle serait impressionnée si Khamsin réussissait à la fendiller. Khamsin attaque pour frapper la lame, mais Panamera reste perplexe. Elle ne ressent presque rien et se demande si Khamsin a manqué sa cible. Bien sûr, elle est bouche bée quand son épée se tranche en deux. Khamsin explique que c'est grâce à l'épée de Van et Panamera veut absolument connaître le matériau. Van révèle que ce n'est que du fer ordinaire et qu'il a forgé les traits pour les arbalètes de la même manière que l'épée. Il assure qu'il perce même des lézards blindés et Panamera n'y croit pas. Évidemment, ça lui donne envie d'avoir quelques traits en fer et Van accepte de lui en donner. À ce moment, des aventuriers foncent vers le village en hurlant d'évacuer. Un dragon terrifiant les suit, énorme comme un cauchemar. Orto dit qu'ils vont continuer d'attirer son attention pour que les autres puissent ramener tout le monde au village, mais Vaughn n'aime pas l'idée qu'il se sacrifie et se demande s'il ne devrait pas plutôt combattre le dragon. Ça mettrait les villageois en danger, alors Vaughn se demande quoi faire. Heureusement, Panamera se propose pour aider et ordonne aux aventuriers de continuer de courir vers eux et au carreau. Panamera explique que c'est un dragon forestier de classe moyenne sans souffle magique et qu'ils vont l'affronter. Elle demande à tous les villageois de se mettre derrière les remparts et Vaughn s'excuse d'avoir mis en danger. Les dragons forestiers sont redoutables, mais Vaughn rassure Hart. Ils ont des arbalètes renforcées pour riposter et en plus, Panamera va les soutenir. Peut-être qu'ils ne le tueront pas, mais ils ne perdront pas non plus. Vaughn ordonne à Tilt de ramener Hart au village et de convoquer Dee et ses hommes. Au fond, Vaughn sait combien des ennemis volants sont terrifiants et si le dragon atteint le village ce sera grave, alors il dit aux autres de préparer les arbalètes. Il veut d'abord le faire descendre du ciel, alors il leur dit de viser les ailes. À ce moment-là, un aventurier tombe et demande qu'on le laisse. Orto refuse et tente d'attirer le dragon sur lui. Ça ne marche pas, alors Zara n'a d'autre choix que de lancer son épée. Le dragon le poursuit, il demande à tous d'oublier sa personne et de courir vers le village, s'attendant à être ignoré comme l'autre. Il est surpris quand on refuse. Orto affirme que Zara est le plus rapide d'entre eux, donc il s'en sortira. Panamera ordonne aux gardes de lancer la première attaque, mais en vain. Ils n'arrivant pas à toucher le dragon rapide et Vaughn cherche une solution. Panamera déclare qu'elle est la mieux placée pour combattre le dragon et qu'elle s'en charge elle-même. Vaughn en doute au départ, mais c'est logique. Elle a gagné la confiance de son empereur si jeune, preuve qu'elle est une mage élémentaire de haut niveau. Elle le prouve aussitôt en lançant un puissant javelot de feu. Son sort est si fort qu'il abat un dragon du ciel et provoque une explosion monstrueuse. Tout le monde s'émerveille de son pouvoir immense, mais le dragon n'a pas dit son dernier mot. Vaughn comprend qu'après avoir battu les lézards, il a été arrogant. Ce dragon l'a remis à sa place, il est d'un tout autre calibre. Vaughn ordonne à tous de tirer toutes leurs flèches, mais le dragon avance toujours. Ils ont réussi à abîmer ses ailes, il vole moins bien, mais l'animal est rusé et en déjà leur prochaine attaque. Vaughn est soulagé de voir tout le monde derrière les remparts extérieurs, mais il sait qu'ils seront cuits s'ils n'atteignent pas le village. Il voudrait aussi battre en retraite, mais pas le temps.
Et Panamera lui promet justement de lui acheter ce précieux instant. Son attaque est au féroce, et Vaughn réalise que c'est l'apogée pure de la magie du feu. Si elle ne faisait pas face à un dragon, cette puissance serait dévastatrice. Panamera annonce qu'elle repart pour renforcer les défenses. Les autres se réfugient au village pendant qu'on voit que les flammes de Panamera retiennent le dragon. Vaughn revient en arrière, mais la bête reste terrifiante. Elle devrait être blessée et pourtant elle ne montre aucun signe d'abandon. Au même moment, Esparta arrive et s'avance calmement vers le dragon. Vaughn tente désespérément de lui dire de battre en retraite, mais il répond qu'il ne fuira pas tant qu'Esparta ne sera pas à ses côtés. Esparta refuse d'accepter ça, alors il demande à Vaughn de le laisser gagner du temps juste cette fois. Il se retrouve face au dragon et érige son mur gigantesque pour s'isoler de la bête. Le mur s'écroule sur le dragon et Esparta annonce que ça devrait leur donner assez de temps. Vaughn est médusé et trouve Esparta beaucoup trop décontracté. Il lui hurle de courir plutôt que de marcher, mais Esparta rétorque que courir, ça abîme les os. Khamsin assure Vaughn qu'il restera aux côtés d'Esparta pour qu'il puisse courir jusqu'au village. Vaughn se met à courir, mais le village est encore loin et les aventuriers peinent. Ils décident qu'il faudra encore gagner du temps. Vaughn décide de rappeler sa faveur auprès de Panamera et lui demande d'immobiliser le dragon la prochaine fois qu'elle en aura l'occasion. Si elle peut le maintenir avec sa magie, les autres pourront lâcher toutes leurs flèches pour en finir. Ils ont besoin de temps pour préparer les arbalètes, mais leur dragon est déjà debout. Heureusement, Dee et ses hommes arrivent juste à temps et s'élancent droit sur la bête. Vaughn fait remarquer qu'ils ne sont que 3, mais Dee les rassure. Ça ira. Ils ont les armes que Vaughn leur a fournies, donc ils sont confiants, mais face au dragon, notre groupe se fait déborder. La créature est trop puissante, ils sont mal en point, prêts à y passer quand Esparta les sauve en levant un mur protecteur. Vaughn annonce qu'ils sont prêts, ordonne aux chevaliers de se mettre à l'abri, puis dit à Panamera que c'est son tour. Elle prépare son attaque de fusée éclairante qui, terriblement puissante, cloue le dragon sur place. Vaughn ordonne alors de décocher toutes les flèches et une pluie d'arbalètes s'abat sur le dragon. Tout le monde retient son souffle, on ignore encore si c'est fini. Dee s'en approche et pourtant la bête respire encore. Elle tente de l'attaquer, Dee porte le coup de grâce et le termine. Enfin, la bataille est gagnée. Vaughn invite tout le monde à pousser un cri de victoire. Les acclamations éclatent et les filles arrivent pour voir si Vaughn va bien. Panamera félicite Vaan pour ses ordres judicieux et le remercie d'avoir terrassé le dragon. Un village ordinaire aurait été rayé de la carte, mais Vaan et ses héros ne sont pas ordinaires. Bart étant un mage hors pair et Dee ayant tranché la tête du dragon d'un seul coup, elle estime que Vaughn et son groupe sont vraiment spéciaux. Vaughn dit qu'il est fier de les appeler ses amis. Panamera n'en revient pas que les flèches de Vaughn aient percé les écailles, mais lui juge qu'il faut encore améliorer tout ça. Ça a pris trop de temps, il veut que les arbalètes tirent 10 rapidement. Panamera annonce qu'il est temps pour une cérémonie d'assassinat de dragon. Vaughn ne sait même pas ce que c'est, alors elle explique que c'est une fête où la personne la plus distinguée du combat reçoit le titre de tueur de dragons. Panamera déclare que cet honneur ira à Dee, qui sera désormais connu comme tueur de dragons. Ensuite, Vaughn rassemble tout le village pour eux qui ont le plus contribué. Panamera rappelle que la plupart des villages auraient été anéantis, même la plupart des cités fortes auraient succombé, mais ce petit village a survécu sans aucune perte à déplorer. Elle énumère ensuite les principaux contributeurs. Esparta en fait partie. Sa magie élémentaire a permis d'immobiliser le dragon, et Dee aussi, puisqu'il a porté le coup décisif. Enfin, elle remercie Vaughn et toute la foule acclame. Sa connaissance, sa détermination et son utilisation astucieuse de la magie ont rendu le village bien plus fort, et comme il a aussi mené l'assaut, on le célèbre. Panamera repense aux gens rencontrés sur sa route, mais aucune n'est comme Vaughn. Née dans une longue lignée de chevaliers de la capitale, elle s'est vraiment démarquée vers son don pour la magie. On la confie vite au pays qui payait le mieux et commence alors son entraînement infernal, si dur qu'elle a parfois voulu tout arrêter, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a même sacrifié son sommeil pour étudier et viser le commandement d'escouade. À 16 ans, elle atteint enfin son but, puis gagne sa gloire. L'empereur fut très satisfait de ses exploits. 6 ans plus tard, elle reçoit le titre de vicomtesse. Puis le comte Ferdinando évoque de latin.
Il amène sa fille, c'est ainsi que Panamera rencontre Hart pour la première fois. Hart était terrifié à l'idée du mariage, alors Panamera la rassure en promettant de jeter l'élu si c'était un salaud. Hart reste abattue, sentant qu'on la chasse du château. Elle se sent inutile, mais Panamera la réconforte, rappelant que tous ses frères et sœurs sont mariés, donc Hart est la seule laissée pour compte. En partant, Panamera ressent beaucoup d'angoisse et comprend la détresse d'Hart. Aujourd'hui, elle réalise que tout ce stress était vain. Après avoir rencontré Vaughn, l'Hart timide est devenu plus assuré. C'est grâce à Vaughn, dit Panamera. Rencontrer quelqu'un comme lui est une bouffée d'air frais. Elle a pris sa décision et à lui. Elle voit que Vaughn n'a reçu aucun soutien paternel, alors elle le rassure. S'il s'allie à elle, elle le soutiendra totalement, protégera le village et il n'aura plus à les chevaliers de Ferdinando. Vahan est d'abord surpris, mais c'est une excellente proposition. Cela transformera des ennemis en alliés et aidera financièrement le village. Panamera note que Vahan a amélioré le village en un temps record. Il devrait viser encore plus haut. S'il scelle une alliance avec elle, bientôt les nobles du royaume sauront que Vaughn est son ami juré. Vaughn pense à l'isolement complet imposé par son père. C'est une occasion en or qu'il pourrait ne jamais revoir. Vaughn ne veut pas la laisser passer, il accepte donc l'offre de Panamera. Un peu plus tard, Bartus propose, maintenant que Vaughn a bâti des remparts solides autour du village, il veut que Vaughn imagine une ville capable d'accueillir 10 000 habitants. Il faudra donc rendre l'endroit attractif pour les nouveaux résidents. Jess et Till expliquent que Belle et Rango sont gens de la chambre de commerce. Ils disent qu'ils achèteront les matériaux du dragon. Vaughn est donc prêt à se mettre au travail. Ils vendront ces matériaux pour bâtir une cité où il fera bon vivre. Vaughn va voir le dragon et se... Belle et Rango rappellent que le dragon est en excellent état, donc Vaughn devrait obtenir au moins 100 platines. Vaughn pense alors qu'il vaut 100 millions de yens, donc 100 platines ferait de ce dollar de 10 milliards de yens. Les marchands sont prêts à faire une offre et supplient Vaughn de leur vendre les matériaux, promettant le prix le plus élevé, mais seulement 60 platines. Vaughn consulte les frères qui trouvent que l'offre honteuse. Ces matériaux sont de la plus haute qualité, 60 platines c'est une insulte. Les marchands traitent les frères d'imbéciles en rappelant que eux aussi font partie de la chambre de commerce. Ils devraient bosser ensemble pour tirer les prix vers le bas. Les marchands soufflent aux frères de faire semblant, mais Vaughn entend tout et les frères rejettent dans le plan des marchands. Eux, ils tirent justement. Leur devise, c'est de faire de bonnes affaires avec n'importe qui, parce qu'ils croient que ça leur rapportera encore plus à l'avenir. Les marchands sont furieux et certains que les frères seront virés de la chambre de commerce quand leur président l'apprendra. Vaughn se demande si les frères acceptent vraiment ça, ils répondent que c'était la seule solution. Vaughn a alors une idée géniale, monter leur propre société de commerce. Les frères en restent bouche bée, ce n'est pas une mince affaire. Il y a 3 conditions pour fonder une nouvelle maison de commerce. D'abord, payer les frais d'inscription de la guilde des marchands en propre boutique. Enfin, obtenir l'aval d'un noble titré. Les 2 premières sont simples, le vrai problème est la dernière. Il n'y a qu'une personne titrée qui pourrait les aider. Vaughn va voir Panamera. Vaughn est stupéfait quand elle accepte car il lui fait remarquer que ça pourrait lui attirer des ennuis. Elle entrerait en compétition avec la joyeuse chambre de commerce, soutenue par la cour, qui pourrait se retourner contre elle. Panamera s'en fiche, elle voit surtout l'avantage. Si, en tant que nouvelle noble, elle devient fondatrice d'une petite maison de commerce, encore son statut. Elle n'a ni chevalier ni terres à elle, donc pour grimper socialement, elle doit provoquer des ragots. Vaughn lui suggère que dans ce cas, elle devrait dragon. Ça ferait jaser et mieux encore, la famille de Vaughn ne saurait pas qu'il était mêlé à l'affaire. Hélas, Panamera répond que ça ne marchera pas, tuer un dragon. On exigera tous les détails sur la façon dont le dragon a été vaincu et les réponses ramèneraient forcément à Vaughn. C'est une quête d'être exilé. Panamera dit qu'il y a un moyen d'éviter ça, que Vaughn obtienne lui-même un titre. Elle explique que tous les nobles ont un titre. Elle a commencé comme simple chevalier, le rang le plus bas, et ça lui a pris une éternité.
Vaughan est le fils de Marquisto, donc il commencerait probablement comme baron. Tout ce que Vahan aurait à faire, c'est prétendre avoir terrassé le dragon. Vahan refuse catégoriquement, ça le ferait trop remarquer et c'est justement ce qu'il veut éviter. Panamera dit que ce serait parfait, il serait célèbre comme le gamin de 8 ans qui a battu un dragon, un sacré fait d'armes qui lui vaudrait un titre. Elle comprend ses doutes, elle aussi, en gagnant son titre, s'est fait pas mal d'ennemis. Mais dans son cas, elle les a simplement réduits en cendres. Panamera le rassure. Si des ennemis l'attaquent, il n'a qu'à les ficher en joue avec ses arbalètes. Laisser derrière soi plein de cadavres dissuadera sûrement les oppositions. Vaughn objecte que s'il revendique la victoire, elle ne pourra pas promotion. Panamera est offensée. Elle ne voit pas pourquoi un gamin de 8 ans devrait lui faire peur. Vaughn retire sa remarque dès qu'il mesure à quel point Panamera peut être terrifiante. Elle lui assure qu'elle gère sa promotion toute seule et qu'il peut garder la gloire d'avoir tué le dragon. Quand Vaughn revient au village, les frères sont ravis que Panamera les soutiendra. Ça veut dire qu'ils peuvent lancer leur propre compagnie commerciale, ils sont aux anges. Ils demandent à Vaughn s'il leur vendrait les matériaux du dragon et proposent de... C'est un super prix, ils concluent l'affaire. Ils doivent partir pour la capitale vendre tout ça, mais toutes les carrosses ont disparu. Les frères, horrifiés, apprennent que l'on partit avec tous les véhicules. Panamera arrive et explique que les marchands l'ont fait exprès. Sans moyen de transporter les biens, les frères n'auront d'autre choix que de céder aux exigences. Vaughn les rassure. Il est un carrosse tout neuf. Il leur faudra quand même un cheval pour tirer le carrosse, alors Panamera propose son cheval de guerre. Ses montures sont entraînées et rapides comme l'éclair. Pendant ce temps, les marchands rient bien en se disant que les frères reviendront ramper. À ce moment-là, ils poussent un cri d'horreur en voyant quelque chose filer vers eux à toute vitesse. C'est Panamera et les frères, leur carrosse leur passe devant en trombe. Les marchands se demandent pourquoi Panamera est avec eux et redoutent le pire. Ils se rendent compte qu'avec l'appui d'un noble, les frères pourraient lancer leur propre compagnie commerciale. À la capitale royale, Panamera va voir le roi Dino. Elle veut qu'il accorde un titre à quelqu'un, mais lui fait remarquer qu'il n'y a personne d'autre ici. Panamera précise que la personne en question est le seigneur d'un village isolé et qu'il le protège actuellement. Dino se demande pourquoi elle recommanderait un tel homme, alors elle énumère toutes les grandes actions de Vaughn. Elle explique qu'il a accompli tant de choses, mais surtout qu'il a un potentiel énorme. Dino demande de quel exploit elle parle, il ne s'attend pas à grand-chose venant d'un village reculé. Évidemment, il est stupéfait quand Panamera révèle que Vaughn a vaincu un dragon de la forêt. Il se demande si ce seigneur est un mage élémental, mais Panamera assure que non. Dino est encore plus surpris quand elle dit que l'aptitude de Vahan est la magie de production. Dino est captivé et veut en savoir plus sur ce que Vahan a fait. Panamera raconte que dès son arrivée, il a protégé le village contre des bandits le premier jour. Puis, il a utilisé sa magie de production pour entourer le village de murailles et d'un fossé. Vahan a apporté encore d'autres améliorations et c'est alors qu'il a vaincu le dragon. Panamera raconte comment elle immobilisa le dragon pour que Vahan et ses puissent porter le coup final. Tout cela paraît incroyable à Dino, alors Panamera sort la dent du dragon qu'elle a à apporter. Preuve irréfutable, elle ajoute même qu'il devrait se rendre au village pour voir les transformations de ses propres yeux. Dino, très intrigué, dit vouloir rencontrer Vahan au plus vite. Sa mission est un succès retentissant, elle annonce à... La nouvelle se répand vite, tout le monde reconnaît le même Vahan qualifié de prodige. On ne parle plus que de son exploit contre le dragon et Panamera s'amuse à dire que ça va devenir intéressant. Quelque temps plus tard, on voit que Vahan a rendu les maisons des villageois bien plus cossues. Il a beaucoup travaillé, la construction de sa cité avance bien, et pour renforcer la défense, il a aussi fait ériger 2 tours géantes. Il en a nommé une tour oligo et l'autre tour raisin. Les tours symbolisent une colonie et permettent de repérer les ennemis de très loin. L'estomac de Vaughn grogne de faim, alors il propose qu'on mange au sommet d'une des tours. Les sandwichs aux œufs de Tyl font un tabac et tout le monde savoure le repas avec une super vue sur le village. Asparta remarque qu'on a maintenant de vrais bâtiments et installations, il est peut-être temps d'appeler ce village une ville. Tout le monde veut l'appeler Von Town, mais Von déteste ce nom. Il se demande ce que Lady Hart en pense, mais elle a autre chose en tête, Est Hart.
Ça la rapprocherait beaucoup de lui, alors Vaughn accepte. Till veut célébrer le succès, elle avoue avoir fait un gâteau. Vaughn se demande où elle a trouvé les ingrédients. Till explique que c'est grâce aux frères. Après qu'ils se sont installés au village, elle a pu acheter les ingrédients chez eux. Vaughn est ébahi par tout ce qui se passe. Il trouve que l'endroit devient vraiment un joli village. Vaughn se demande pourquoi Till ne mange pas de gâteau. Elle avoue s'être laissée emporter en pâtisserie. Elle en mange tous les jours et a pris un peu de poids. Jess campe alors et signale qu'il y a des gens à la porte d'entrée. Les gens se demandent si c'est le village de Sciato, mais Vaughn n'en a aucune idée. Asparta explique qu'un peuple appelé les Sciato vivait sur ces terres avant qu'il n'y ait un village ici. Ils disent de venir d'un village voisin et être en détresse. Ils sont lourdement taxés, n'ont plus de jeunes pour travailler et peinent à joindre les deux bouts ou leur venue pour demander de l'aide. Vaughn s'interroge sur le sort de leurs jeunes et ils expliquent qu'ils ont été pris par le comte. Le comte prépare la guerre et a Requiem pour renforcer ses troupes. Vaughn sait qu'il ne devrait pas accueillir des gens d'autres domaines, mais il voit qu'ils ont risqué leur vie pour venir. À la surprise générale, Vaughn propose qu'ils puissent s'installer ici s'ils le souhaitent. Ils répondent qu'ils n'ont pas d'argent, mais Vaughn assure que ce n'est pas un problème. Ils n'auront pas d'impôts pendant un moment. Il dit qu'ils ont tout ce qu'il faut et eux se demandent si cet endroit n'est pas le paradis. Ils ne sont que 10 à avoir fait le voyage, mais il y en a encore 300 au village. Vaughn se demande si une maison par famille suffira et pour eux, c'est comme un rêve devenu réalité. Ils hésitent à accepter tant de bonté et Vaughn leur dit de ne pas s'en faire. Ils proposent des charrettes pour ramener leurs affaires, mais ils expliquent les vaches pour porter le tout. Vaughn se réjouit, les vaches donneront du lait, avec ça ils feront du fromage, du beurre et bien d'autres choses. Ça pourrait devenir une vraie industrie pour le village et Van est impatient. Un peu plus tard, on voit que Van a envoyé des aventuriers chercher le reste du village. Une habitante confie qu'elle était contre la relocalisation, partir d'un coin perdu pour un endroit encore plus isolé, ça la refroidissait. Oroto la rassure. Le village de Van ressemble plutôt à un paradis. De retour, Van accueille tout le monde dans le village Toa, il voit leur fatigue et leur propose de goûter le barbecue. Il se demande si c'est bien correct de manger un tel festin. Vaughn leur dit d'en profiter à volonté. Le banquet commence et la nourriture est si délicieuse que certains en ont les larmes aux yeux. Préparer ce barbecue et loger 300 personnes n'a pas été une mince affaire, mais Vaughn affirme que ça valait le coup. Avant de se reposer, les gens disent qu'ils veulent travailler, ils veulent gagner leur vie et Vaughn devine qu'ils sont probablement pleins d'inquiétude. Il les rassure, il y a du travail, il faut du monde pour cultiver de nouvelles terres. Le chef explique que Vaughn a tellement transformé le village qu'ils feront tout leur possible pour aider les nouveaux arrivants. Ces derniers hésitent encore devant tant de générosité, mais Vaughn leur demande de ne pas s'inquiéter. Pour les rassurer davantage, Vaughn sort tous les gâteaux qu'elle a préparés. Elle annonce qu'une compagnie commerciale s'installera bientôt et que le village pourra se développer, un lieu pour profiter de la vie. Alors elle leur conseille de s'asseoir et de se détendre. Les villageois sont incroyablement reconnaissants et réalisent peu à peu qu'ils peuvent vraiment vivre ici. Vaughn est content car au lieu de s'angoisser, ils peuvent enfin se concentrer sur profiter de la vie. Esparta fait remarquer qu'ils sont encore loin d'accueillir 10 000 personnes, donc Vaughn promet de continuer à bosser dur sur sa ville. Plus tard, après une longue journée, Esparta lui dit qu'il est temps d'étudier. Vaughn n'en revient pas que sa journée ne soit pas finie et Esparta lui rappelle qu'il reste beaucoup à faire. Jastan, les aventuriers arrivent et s'excusent immédiatement. Ils devaient éviter de tomber sur le donjon parce que le village n'est pas prêt, mais tant pis. Ils ont trouvé l'entrée du donjon et, comme le dit Bardis, il faut le signaler tout de suite. Il n'y a pas d'autre option, Sylvain devra envoyer un messager à la capitale royale. Avec la découverte d'un donjon, les aventuriers afflueront vers le village et le père de Vaughn apprendra tout. Les aventuriers s'excusent encore, mais Vaughn dit que ça ne peut pas être changé. Il identifie Hazard comme celui qui a découvert le donjon, c'est l'éclaireur du groupe, donc Van décide que ce sera lui qui ira le signaler à la capitale. Pour les deux autres, Van veut qu'ils explorent les environs du donjon. Orto hésite à laisser Zara partir seule à la capitale, mais change d'avis quand Van grosse pièce d'or pour la mission. Van prend pitié de Zara et lui offre une épée courte en mithril pour lui remonter le moral. Le mithril a été entièrement utilisé, donc l'arme est précieuse.
En chemin vers la capitale, Zara tombe sur un groupe de monstres qui viennent d'attaquer une charrette. Normalement, ces géants auraient constitué un vrai défi pour Zara, mais il est bien plus confiant avec sa lame en mithril. Il neutralise immédiatement l'un d'eux et leur dit de renoncer pendant qu'ils sont encore en état. Il ne se retire pas, alors Zara n'a d'autre choix que tous les éliminer. Jesta et une jeune femme nommée Flameria remercient Zara d'avoir sauvé la première, et Flameria trouve Zara familier, elle veut savoir qui il est. Zara se présente en expliquant qu'il n'est qu'un humble aventurier. Flameria dit qu'elle retourne à pied à la capitale et propose de le rembourser plus tard en l'invitant à un rendez-vous. Zara lui propose de l'emmener jusqu'à la capitale pour qu'elle monte sur son cheval. Flameria hésite à être un fardeau, mais Zara insiste. Après tout, son cheval sera bien plus content de porter quelqu'un comme lui. Il se demande pourquoi elle va à la capitale. Elle raconte son passé malheureux, son père, un baron, est mort au combat, ses terres ont été prises et elle doit maintenant être servante chez un noble. Zara lui dit qu'il vit dans un village reculé et lui propose de l'accompagner. Elle trouvera du travail. Flameria, émue par sa gentillesse, accepte. Au village, Vaon réfléchit aux conséquences de la découverte du donjon. Des aventuriers vont affluer, il faut un avant-poste pour les loger. Asparta trouve l'idée sensée et suggère que Vaon nomme un gouverneur pour surveiller l'avant-poste. Vaon restera au village, mieux vaut donc quelqu'un pour gérer le nouveau site. Vaon choisit Asparta, celui-ci recommande aussi de créer un nouvel ordre de chevalerie pour maintenir la paix. Vaon accepte et nomme Di et ses chevaliers pour ses... Vaon se met à bâtir l'avant-poste avec l'aide de villageois. Tout avance bien. À ce rythme, ce sera fini en un mois et dans sa tête. Il demande à Di d'évaluer les ouvriers pour voir s'ils conviendraient à l'ordre chevaleresque. Di en choisit quelques-uns, mais il révèle. Vaon est horrifié, Asparta est déjà bien en avance. Jastanza revient après avoir déposé son rapport à la capitale royale. Vaon se demande qui est la jeune fille et Zara explique qu'il l'a rencontrée en chemin. Flameria se présente en disant que Zara l'a sauvée lors d'une attaque. Le modeste Zara dévie la gloire et attribue le mérite surtout à l'épée courte que Vaon lui a forgée. Flameria admire profondément Zara, pour elle il dépasse les héros de légende, les deux sont visiblement très proches, enfin la situation. À ce moment-là, une horde d'étrangers fonce sur nos héros et Vaon panique, persuadé que l'apocalypse vient. Zara le rassure en riant, ce ne sont que des aventuriers venus pour le donjon. Quand Zara a prévenu la guilde, une bande d'abrutis a pris la route vers le village à la recherche d'un butin. Ces types sont tarés, alors Vaon plaisante en disant qu'on dirait des méchants d'un monde post-apocalyptique. Ils ne sont pas si mauvais pour autant, ils s'inquiètent bien pour le groupe de Van et leur cri de se mettre à l'abri. Ils ont l'air sympas, mais les gars sont bouche bée parce que ça ne ressemble pas du tout à un village. L'endroit est entouré d'immenses remparts, alors ils se demandent comment un petit village a pu faire ça. Vaon leur montre et les aventuriers deviennent fous. Ils n'avaient jamais vu une magie pareille et tombent encore plus dénus en apprenant que Vogan est le seigneur des lieux. Ils racontent avoir entendu parler d'un gosse envoyé dans un village perdu, mais n'aiment pas qu'on insulte Vogan. Les aventuriers cherchent vite la bagarre, mais Dé les remet à leur place en un éclair. Depuis, les Mohawks n'ont plus montré que du respect envers tout le monde. Peu après, Orto et les autres reviennent du donjon. Zara les présente à Flameria et annonce qu'ils rentrent à l'auberge. Orto et les siens sont sciés. Ils n'en reviennent pas que Zara ait trouvé une copine. Vaon se demande s'il doit construire une maison pour le couple et Orto peste de voir Zara si loin devant lui. Quant au donjon, les aventuriers expliquent qu'il y a à peine de monstres dans les environs. L'entrée, elle, est dans une crevasse profonde, donc l'endroit est plutôt dangereux. Vaon demande la distance. C'est à 2 ou 3 heures en charrette. Pluriel ajoute que la zone autour de la plupart des donjons est très rude. On peut y monter de petites bases, mais personne ne saurait bâtir quelque chose à grande échelle. Vaon devine ce qui va suivre et n'est pas du tout amusé. Pluriel ne mâche pas ses mots. Vaon pourrait être le premier à construire une grande base si près d'un donjon. Vaon tente de répondre qu'il n'est qu'un gamin et qu'il ne peut pas aller dans un endroit aussi dangereux. Plurio ne cède pas et rappelle que les aventuriers veilleront sur lui. Vaon refuse de partir parce qu'il veut continuer à s'amuser en construisant sa petite ville dans le village.
Mais Vaughn ne peut esquiver ses responsabilités et annonce qu'il a des exigences. Ils devront lui apporter des friandises et il veut que ses amis l'accompagnent. Dé et Esparta seront occupés et devront rester, mais il veut emmener des tentes en art. Vaughan ajoute plusieurs autres conditions en étant sûr que les aventuriers abandonneront l'idée de l'emmener. Malheureusement pour lui, Pluriel prend en charge les préparatifs. Le lendemain, tous partent pour que Vaughan puisse ériger une base près du donjon, et en chemin, le groupe tombe sur un troll géant. Les nouveaux aventuriers ne perdent pas une seconde et le mettent hors d'état de nuire. Le voyage est long et les filles admirent le paysage. Vaughn redoute tout le travail, mais se réjouit au moins qu'elles prennent du plaisir. Ils approchent de bientôt, mais Vaughn ordonne au carrosse de s'arrêter en apercevant quelque chose d'ahurissant. Ils sont arrivés à la crevasse profonde et édifiés par le détachement des aventuriers. Les aventuriers la traversent comme si de rien n'était et Vaughn comprend enfin la situation. Les aventuriers sont intrépides et semblent ignorer totalement la notion de sécurité d'abord. Vaughn convoque une réunion et leur dit qu'il va falloir revoir leur façon de voir ces lieux dangereux, prévoir le danger et gérer le risque. Zara n'écoute rien et continue de danser sur le bord de la crevasse. Vaughn le ramène brutalement à la réalité en le faisant imaginer ce qui arriverait s'il donnait un coup de pied à la poutre. Il dit que la vie de Zara finirait tragiquement et enfin les aventuriers comprennent. Avec cet obstacle réglé, Van impressionne tout le monde en fabriquant un pont solide. Cela les mène à l'entrée du donjon, mais il y a un souci. L'espace est réduit et Vaughn doit bâtir une base ici. Il devra s'adapter, alors il demande aux aventuriers ce qu'ils veulent qu'ils construisent. Ils réclament une taverne et un parc d'attractions. Bien sûr, Vaughn rejette leurs idées et se met au travail. D'abord, il installe une porte pour l'entrée du donjon afin d'empêcher les monstres de sortir, puis il construit un hébergement pour les aventuriers. Finalement, la base est achevée et tout le monde reste bouche bée devant l'immense construction. Le premier étage comporte un coin repos et un espace de stockage. Le deuxième, une cafétéria et le troisième, une zone de couchage. Pour couronner le tout, Vaughn a même construit une terrasse donnant sur la zone pour que les aventuriers puissent se détendre un peu. Tout le monde adore la base. Elle leur sert de refuge entre deux expéditions au donjon. Vaughn a même installé des réservoirs et des récupérateurs d'eau sur le toit, histoire qu'on ne manque jamais d'eau. Son travail terminé, il confie la gestion aux aventuriers et s'en va. Il dit à Ortho de veiller sur eux et Ortho promet de bien faire. Il fait noir. Sivan annonce qu'il doit partir. Les aventuriers plaisantent en disant qu'il a peur du noir. Sivan songe à tout démolir. Jess, Art, aperçoit un mitrilore à proximité et tout le monde la félicite de l'avoir trouvé. De retour au village, Vaughn est terrorisé en voyant Asparta qui l'attend. Vaughn sait qu'il est dans de beaux draps. Il est rentré bien après le couvre-feu. Asparta dit qu'il faut parler et Vaughn n'a jamais été aussi effrayé. Il implore les autres de l'aider mais personne n'a rien à offrir. Van jette la faute sur les aventuriers, donc Ortho doit intervenir. Ortho commence à expliquer mais Esparta lui intime le silence. Esparta emmène Vaughn et tout ce que son héros peut faire, c'est s'excuser. Un peu plus tard, Vaughn se promène avec Tarte qui admire la beauté du village. Elle vient de revenir après un séjour chez elle et Vaughn se demande si elle voudrait vivre ici. Il sent son hésitation et lui dit qu'il veut connaître son vrai souhait. Il lui conseille de mettre de côté les volontés de son père et de penser d'abord à elle. Art prend sa décision. Elle veut se fiancer à Vaughn. Embarrassée d'avoir laissé échapper cela, elle est néanmoins ravie de voir que Vaughn est heureux. Peu après, les frères d'Aude revinrent de la capitale royale. Ils ont finalisé leur nouvelle société de commerce et ils n'ont qu'à remercier Vaughn. Fidèles à leur promesse, ils remettent au héros les 30 platines. Vaughn les confie à Till, mais c'est la première fois qu'elle manipule autant de platines. Quant à Panamera, on dit à Vaughn qu'elle souhaite parler au comte Ferdinando. Elle pense qu'une alliance avec Vaughn serait plus intéressante que de rester avec le comte. Vaughn suppose qu'elle veut s'installer au village. Ce n'est pas le cas, son plan est d'obtenir un terrain tout près. À ce moment-là, les frères Doux révèlent qu'ils ont apporté à Vaughn un chef-d'œuvre trouvé dans la capitale. Vaughn est bouche bée en découvrant un arc mécanique pouvant tirer jusqu'à 10 flèches de suite. C'est la toute dernière technologie de la capitale royale et Vaughn en est ravi. Avec cette arme, il pourra créer de nouvelles arbalètes pour défendre le village. Pendant qu'il étudie le mécanisme, Art remarque que c'est la première fois qu'elle le voit si heureux. Vaughn l'épate en recréant l'arc par magie. Mais celui qu'il produit ne fonctionne pas. Art est bouleversé, même Vaughan peut rater parfois. Vaughn explique humblement qu'il échoue tout le temps. À part sa magie, Vaughn dit qu'il ne peut pas vraiment s'enorgueillir de quoi que ce soit.
Hard le rassure. Ce n'est pas vrai, il a plein d'autres talents impressionnants, il manie l'épée et il est brillant dans ses études. Hard, elle, affirme ne vraiment rien avoir. Vaughn veut l'aider, il propose de la présenter à Asparta et au commandant de son ordre de chevalerie. Ça lui rappelle de demander à Hart quelle est son aptitude magique. Le sujet est traumatisant pour elle, alors Vaughn dit qu'elle n'est pas obligée de répondre. Hart est très à l'aise avec lui et finit par avouer que son aptitude, c'est la magie des marionnettes. Comme la magie de production de Vaughn, la magie des marionnettes est méprisée par la noblesse. Vaughn sait mieux que quiconque à quel point il se trompe et il demande à voir sa magie. Les gens capables de magie de marionnettes sont rarissimes et Hart est la première qu'il rencontre. Vaughn crée une poupée pour elle et lui demande d'essayer de la faire bouger. Hart fait une démonstration et Vaughn est ébahi. Il trouve ça magique, incroyable et dit que le potentiel est illimité. Teal est d'accord et propose que Vaughn fabrique d'autres marionnettes. Elle veut qu'Hart fasse un spectacle pour tout le village. Elle est sûre que ça rendra tout le monde fou de joie. Vaughn adhère et propose d'utiliser le minerai de mithril qu'Hart a trouvé pour fabriquer une marionnette. Hart hésite. Sa magie n'est pas faite pour être exhibée. Vaughn rappelle que beaucoup lui ont dit la même chose à propos de sa propre magie. On lui avait dit que c'était dommage qu'il ait la magie de production, son père l'avait même traité d'échec. Pourtant, Vaughn a rendu tant de gens heureux avec sa magie et il assure à Hart qu'elle peut faire pareil. Cela choque Hart jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle a toujours cru être sans valeur, mais si Vaughn pense qu'elle en est capable, elle promet d'essayer. Ce soir-là, les villageois se demandent pourquoi Vaughn les a tous rassemblés au centre du village. Vaughn salue la foule et annonce qu'ils vont monter un spectacle grâce à la magie d'Art. Les gens se demandent quel tour de magie ce sera et ils restent bouche bée quand Hart fait bouger une poupée. C'est presque vivant, mais quelque chose cloche. Ils comprennent qu'elle utilise de la magie de marionnette et murmurent qu'on a déjà tenté d'éliminer la famille royale avec ce même art. La magie de marionnette a une sale réputation et Hart entend les commérages. Elle commence à perdre le contrôle et pense que la magie de marionnette est celle des criminels vils. Les utilisateurs sont stigmatisés. Vaughn réalise qu'il doit agir. Il chauffe la foule avec légèreté et lance à Hart un regard rassurant. Sa confiance revient, elle commence son numéro. Les poupées dansent et tout le monde est ému. Que sa magie donne vie à l'inerte. C'est vraiment une magie magnifique, certains ont même les larmes aux yeux. Hart est complètement épuisé après la représentation et tout le monde reste sans voix à Hart. Hart avait vraiment peur au début, mais maintenant on la couvre de fleurs. Vaughn est fier comme un coq et Hart fond en larmes dans ses bras. Le lendemain, Vaughn reçoit une nouvelle urgente. Un carrosse frappé aux armoiries royales approche. Panamera descend du carrosse et demande comment va tout le monde. Vaughn explique qu'il s'est bon ancien ami. Panamera reste bouche bée et se demande quel tour Vaughn a réussi. Hart a tellement changé et il ne s'est écoulé que peu de temps depuis son arrivée au village. Vaughn se contente de dire qu'il lui a montré la valeur de sa magie. À cet instant, Panamera se souvient pourquoi elle est revenue. Elle ordonne à Vaughn de s'incliner. Il va rencontrer sa majesté. Vaughn s'agenouille et fait face au roi de Sideria, Dino. Son chancelier l'accompagne, il s'appelle Aperta. Dino annonce que Vaughn devient officiellement baron et entre dans la noblesse mineure. Il exige que Vaughn se consacre et Vaughn promet de le faire. Dino a aussi entendu parler du donjon qu'on a découvert, alors il envoie quelqu'un pour récolter des infos. Et il revient sur comment Van a terrassé un dragon de la forêt. Exploit incroyable, Dino veut le voir de ses propres yeux. Van promet de répondre à toutes ces questions, mais il a une condition. Il va montrer comment ça risque de peiner à le croire. Voilà pourquoi la seule requête de Van est que Dino garde l'esprit ouvert. Intrigué, le roi accepte et Van lui fait visiter tout le village de Seto et les améliorations qu'il a apportées. Dino n'en revient pas et demande l'avis d'Aperda. Celui-ci admet que tout est bien construit mais relève un souci. Les arbalètes sont efficaces contre les petites cibles à distance limitée mais elles restent pénibles à manier. Van sait ce qu'il fait, il propose une démonstration, il demande à Khamsin de tirer une flèche dans la forêt et le roi est stupéfait par la puissance dégagée. L'impact est colossal et l'arbalète a même lâché 2 traits en rafale. Réussir ça sans archer d'élite ni mage, c'est incroyable. Le roi s'interse en forme d'étoile de Vaon.
Van explique que cette forme permet d'attaquer l'ennemi sous plusieurs angles, renforçant la défense, des traits. Panamera ajoute que cette défense est redoutable contre tous les ennemis sauf ceux qui volent. Van a aussi pensé à ça, mais il n'a pas encore testé la solution. Un conseiller est surpris parce que Van parle comme s'il fabriquait ses armes lui-même. Van répond modestement que c'est bien le cas, qu'il le prend pour un menteur. Dino le rappelle à l'ordre, il n'admettra ni mensonge ni faux semblant. Van l'assure de sa bonne foi et Panamera dit que Dino va en apprendre encore davantage et en être encore plus choqué. Apart note que la construction des arbalètes est singulière et veut savoir qui a imaginé le design. Bien sûr, c'était Van et quelqu'un dirigeait le développement du village. Un chantier de cette ampleur prendrait plusieurs années, donc il suppose que c'était l'œuvre d'un génie constructeur. Vaughn explique qu'il a tout bâti seul et que les villageois l'ont aidé à rassembler les matériaux, tandis que 2 d'entre eux se demandent combien d'années pour les remparts. Mais Van précise que ça n'a pris que quelques mois. Quelques mois, oui, vraiment. C'est incompréhensible pour le roi, alors Panamera propose que Vaughn leur fasse une démonstration. Ils se dirigent vers le lac pour que Vaughn les contrôle, et en chemin, le roi reste bouche bée devant ce qui se produit. Les villageois sont aux anges et il devient évident qu'ils adorent tous Van. Ils discutent à bâton rond, un fait totalement inédit. Ils tombent sur les aventuriers fous et le roi n'en revient pas que Vaughan s'entende si bien avec eux. À leur arrivée au lac, le roi est encore incrédule. Dino se demande s'il ne devient pas fou, le lac étant rempli d'Apkalus. Ces créatures sont incroyablement rares. Dino pensait en mourir sans jamais en voir. Apartheid confirme que le roi ne délire pas. Cette espèce rare vit là, à l'air libre. C'est hallucinant, les deux n'ont jamais vu un tel spectacle. Vaughn a une idée et demande à Esparta s'ils doivent monter un autre rempart derrière le lac. Esparta s'y met illico et élève un mur de terre. Vaughn le transforme ensuite en rempart grâce à sa magie. Il est prêt à leur montrer autre chose, mais les gars sont sans voix. Après ça, Lutovez. Une fois les présentations faites, Lutovez veut offrir un cadeau à Dino en gage d'amitié. Il lui tend une pierre brillante, laissant le roi encore plus sidéré. Cette pierre est de l'orocalcum, le métal légendaire dit « métal des dieux ». Dino n'aurait jamais imaginé voir une ressource si rare et n'en croit pas ses yeux. Epardi affirme que forger une épée avec scalcum vaudrait plus de 100 platines. Le roi le corrige. Elle serait inestimable, un trésor national instantané. Vaughn la transforme en épée sans y penser à 2 fois, conscient que tout le monde les observe. Il essaie de cacher cette facette de son pouvoir, mais c'est trop tard. Vaughn ne veut pas avouer qu'il peut fabriquer des armes, alors le roi dit qu'il importe quelle somme pour obtenir une réponse honnête. Vaughn n'a qu'une seule requête, que Dino lui accorde la résidence permanente dans ce village. Il veut la promesse de Dino, quoi qu'il pense de ses talents, jamais l'envoyer dans un autre pays. Dino comprend mal. Si Vaughan venait à la capitale, on le traiterait comme une légende. Vaughn répond qu'il s'inquiète les gens d'ici s'il partait. Créer un endroit où les gens peuvent vivre sans trop de soucis, c'est son devoir de seigneur. Voilà pourquoi Vahan dit qu'il se doit de faire prospérer cette terre. Dino regrette de laisser accepter ces conditions. Il se demande si Vaughn continuera à les aider si on a besoin de lui, et Vaughn répond que oui. Dino est ravi et déclare qu'il ne sera plus surpris par ses capacités. Il cesse de le voir comme un enfant, il a prouvé ce dont il est capable. Vaughn est soulagé de pouvoir rester pour continuer à améliorer ses terres. Le roi doit repartir bientôt, il veut vérifier le donjon avant son départ. Le voyage prendra au moins une journée entière, donc Vaughn propose de remettre ça. À ce moment-là, les villageois poussent des cris de terreur. Un dragon vient d'apparaître. Vaughn passe à l'action et ordonne aux gens d'alerter les aventuriers. Dragon qui se montre devant eux. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de liker la vidéo.